Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, vous allez l'entendre, le son de ce podcast est un peu particulier parce que j'avais oublié ma carte son à la maison en allant enregistrer ce podcast à Fougères avec l'ami Dorian. Alors si je prends la parole au début de ce podcast aujourd'hui, c'est pour vous annoncer la précommande de Vademecum. Je suis obligé de faire une précommande pour Vademecum parce que je n'ai pas la trésorerie suffisante pour imprimer, pour avancer en fait les coûts d'impression. Donc vous avez jusqu'au mois de mars pour m'aider et soutenir la sortie du jeu en précommandant le jeu tout simplement. Un objectif de 200 Vademecum vendus sera suffisant pour pouvoir financer les 10 000 € que je dois à mon imprimeur et à mon illustrateur. Donc je vous invite vivement à faire cette précommande. J'en profite également pour remercier tous les tipeurs de la cellule qui m'ont permis de vivre l'année dernière. L'année dernière, j'ai pas pu sortir énormément de jeux parce que comme vous le savez, j'ai été à nouveau papa et qui dit être papa dit aussi être à la maison à surveiller ses enfants et pas à faire le guignol en convention ou pendant les week-ends à créer des jeux. Donc du coup, merci à vous. Sans vous, j'aurais juste pas réussi à passer l'année 2017. J'espère que la sortie de Vademecum va remonter mes actions comme on dit, mais je n'en doute pas. Allez, voilà, j'ai fini mon autopromo. Maintenant, place à l'autogestion. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule avec un son qui vous rappellera des folles années de la cellule puisqu'aujourd'hui on enregistre avec 100 cartes son uniquement avec l'ordinateur. Je suis en déplacement dans le foyer autogéré de Fougères avec mon ami Dorian. Alors le terme foyer est déjà impropre. Ah d'accord, alors comment est-ce que tu appellerais Alors nous ça a été pensé comme un centre social autogéré. D'accord. D'ailleurs le nom de l'association est XAF. Parce que tu en parles comme le foyer en général, c'est pour ça que... Non, j'en parle comme le local. Le local, voilà, le local. Mais ce qui est aussi une manière de l'appeler impropre, mais c'est parce que c'est comme ça qu'on l'appelait avant de le créer aussi. D'accord, ok. Et nous sommes également avec PA, Pierre-Alexandre, ça va la pêche ? La pêche, ouais. Pierre-Alexandre, c'est un des premiers membres de ce local, du coup. Oui, c'est ça qu'on peut appeler le local. C'est comme ça qu'on l'appelle. Ok, très bien. Et donc, c'est un peu avec toi, Dorian, qu'on avait parlé de faire ce podcast. Oui, parce que je t'en avais parlé dès tout début. La dernière fois qu'on s'est vu, quand j'étais passé pour un podcast chez toi à la Barreau, il était en formation. Il était en formation où il venait tout juste d'ouvrir. C'était ce projet. Ouais. Et ça, donc c'était mon sujet de discussion principal du moment. Quand je devais répondre à la question, et donc toi, Dorian, qu'est-ce que tu deviens, qu'est-ce que tu fais ? Ouais. C'était le local, du coup. Et là, maintenant, ça fait combien de temps qu'il est ouvert ? Il est ouvert depuis le 1er mai 2017. Donc ça commence à faire quand même... Presque un an. Ouais, Presque un an. Donc on va pouvoir comme ça avoir un premier retour. Alors moi, ce qui m'intéressait quand tu m'as proposé ce sujet de podcast, c'était surtout de voir techniquement comment ce type de projet se monte et ensuite comment techniquement ce genre de projet tourne. Alors, d'où ça vous est venu cette idée ? On va parler d'abord de la génétique du projet, ça ne dérange pas trop. Alors la génétique du projet, ça vient de deux personnes. Ah oui, deux personnes en particulier. Qui sont absentes pour le moment, qui ont disparu, qui auraient dû être là, qui sont Titou et Céline. D'accord, donc ce sont les deux colocs. C'est ça, mes deux colocataires, qui sont des gens que j'ai rencontrés via le militantisme politique pendant la période loi travail et Nuit debout, et qui du coup montaient une structure anarchiste sur Fougères et avaient déjà des habitudes de lieux autogérés, anti-autoritaires, que ce soit sous le format squat ou sous le format offre légale, même si c'est un truc qui renvoie au téléchargement. Mais D'accord. Alors, première question, c'est quoi autogéré ? Ça veut dire quoi un lieu autogéré ? Alors, autogéré, ça c'est compliqué, parce que c'est la nébuleuse anarchiste où en fait il y a plein de mots pour une même réalité. Pour moi, autogéré, c'est strictement équivalent à anti-autoritaire. D'accord. On cherche à faire des structures le plus horizontales et démocratiques possible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet de hiérarchie dans les postes et que les mandats sont tournants. C'est-à-dire que ce qu'on repère dans le fonctionnement des associations auxquelles moi j'étais habitué auparavant, notamment Troïde Combo qui s'occupe de Justin Fest, etc., c'est que quand les postes ne tournent pas et quand commence à y avoir des intérêts à ces postes, notamment quand il y a du salariat au sein des associations, ça pose des problèmes dans la prise de décision collective d'associations qui sont pourtant à la base des formules démocratiques, très démocratiques. Et ça pose des problèmes de démocratie à partir du moment où il y a une certaine verticalité qui se met en place.
Et du coup, le principe de l'autogestion, c'est de faire attention à cette verticalité-là. Et quand on ne peut pas la supprimer, il s'agit de l'encadrer. D'accord, ok. C'est-à-dire, en gros, que j'essaye de comprendre. Hein. Je pose une question, tu me dis. Je vais te répondre formellement, par exemple, sur comment est-ce qu'on s'organise. Comme ça va aussi répondre à ta deuxième question. Ouais. On a une assemblée générale qui se regroupe tous les mois. L'assemblée générale regroupe tous les membres de l'association, parce qu'on est sous forme associative. C'est cette assemblée générale-là, à laquelle tout le monde peut participer et voter, qui prend les décisions concernant la vie du local. Pierre, toi, tu participes à ce genre d'assemblée ? Je les ai toutes faites quasiment. D'accord, ok. Et vas-y. On reviendra sur les petits. Après, c'est pas des petits bugs de fonctionnement, c'est quand tu dis qu'il y a tous les membres. Voilà. Dans les faits, il n'y a pas tous les membres qui viennent. Il y a plus ce que j'appellerais un noyau dur. Où on arrive à faire de l'autogestion même dans le noyau dur. Mais en droit, il y a tous les membres. D'accord, ok. Ouais. À côté de ça, on a un système de ce qu'on appelle des commissions, mais ça pourrait porter d'autres noms, ça pourrait être groupe de travail, etc., qui sont trésorerie, communication, programmation, qui sont là pour remplir les fonctions de gestionnaire du local. D'accord. Ces commissions sont sur des mandats tournants, c'est-à-dire que quand tu es dans une commission, ça ne durera jamais plus de 6 mois. Et on appelle ça renouvelable par moitié, parce que tu es 2 dans une commission, quand il y en a un qui quitte, l'autre qui reste pour assurer la formation de la nouvelle personne qui arrive. Et le fait que ce soit tournant, ça fait que tu vas occuper plusieurs postes, qu'une même personne, en raison de ses compétences ou de son charisme naturel, ne se retrouve pas à être toujours sur le même poste et à avoir des avantages qui peuvent être liés à ce poste-là. Et surtout, ça assure la formation de tout le monde sur les questions de gestion pour prendre des décisions en AG. Ces commissions ont une certaine autonomie. C'est-à-dire que la programmation est gérée par la commission programmation. Cependant, les décisions finales reviennent à l'Assemblée générale. C'est-à-dire que si jamais la commission programmation prend une décision, mais qu'en AG, les gens disent « non, nous en fait ça ne nous convient pas », c'est l'AG qui aura raison. D'accord, ouais. Donc il y a un aller-retour comme ça entre la commission et l'Assemblée générale finalement. Le but, c'est d'essayer d'expérimenter de manière radicale la démocratie, en fait. En se disant, la démocratie comme idée c'est bien, parce que si on prend des phrases comme le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument, le problématique c'est pas les personnes qu'on met au pouvoir, mais c'est le pouvoir en lui-même, de quoi il faut essayer de limiter l'apparition du pouvoir dans le cadre démocratique. D'accord. Sauf que les systèmes autoritaires, ça fait 10 000 ans qu'ils existent, ça fait 10 000 ans qu'ils sont optimisés, parce qu'on a dû faire plein de choses pour que les systèmes autoritaires marchent bien. On a dû unifier la langue, ce qui a été il y a un processus long et douloureux. On a dû avoir des moyens de communication plus efficaces, ce qui fait que maintenant, effectivement, les systèmes autoritaires marchent mieux que des systèmes où il n'y a pas d'autorité. Donc nous, ce qui nous dit, c'est il faut expérimenter plus les systèmes où l'autorité est absente pour pouvoir corriger les défauts, optimiser et espérer atteindre un jour un système aussi efficace que le système autoritaire. Alors rapidement, je tiens juste à préciser, parce que c'est un ADN aujourd'hui évidemment, parce qu'on ne parle pas à proprement parler de jeu de rôle, que tout ça a un lien quand même avec le jeu de rôle, c'est ce que je te disais en préparation du podcast d'Orient, parce que dans la définition que personnellement, à titre personnel, je donne du jeu de rôle, c'est une réflexion collective sur des situations possibles. Et donc finalement, ce que vous êtes en train de faire là au sein du système politique français, c'est de faire un grand jeu de rôle, une expérience grandeur nature, d'un autre type de démocratie et de réfléchir collectivement à d'autres règles et à un autre système possible. Juste pour faire le lien comme ça rapidement entre le jeu de rôle, parce que généralement je le fais à l'intro, puis là j'ai oublié de le faire. Et donc forcément l'autogestion et toutes les démarches autogestionnaires, que ce soit ici pour un local, on verra justement ce que vous produisez. En tout cas ce que vous faites ici, mais que ce soit pour une entreprise ou pour toute autre démarche, par exemple de la restauration d'un bâtiment ancien, etc. Tout cela en fait a attrait de près ou de loin à ma définition personnelle du jeu de rôle, du Maelstrom en fait. Ce que vous êtes en train de créer ici concrètement, c'est un Maelstrom. Quand tu prends l'exemple de l'entreprise, l'autogestion est à la base un mot qui vient du monde de l'entreprise. L'autogestion, c'est un terme du syndicalisme révolutionnaire, grosso modo. Peut-être que je me plante historiquement, parce que c'est une définition très précise, syndicalisme révolutionnaire, mais bref, peu importe, qui est de dire on va faire les usines sans les patrons. D'accord, et ce sont les ouvriers, donc ceux qui produisent, qui vont prendre les grandes décisions pour l'entreprise. C'est ça. Qu'est-ce que vous faites ici concrètement ? Et quelle était l'ambition que vous aviez quand vous avez créé ce projet ? Qu'est-ce que vous vouliez faire ici ? Alors, moi, je vais répondre sur la partie qu'est-ce qu'on voulait faire.
et je vais laisser PA répondre sur la question qu'est-ce qu'on fait exactement. C'est exactement ce que je voulais. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voulait faire, comme je te le disais au préalable, c'était penser comme un centre social autogéré. Donc, on voulait fournir les mêmes services qu'un centre social, d'accord, mais sans avoir la question des subventions de l'État, sans avoir la question des papiers à remplir. Sans avoir la question, c'est-à-dire que sans avoir... quand tu as une association qui vit des subventions de l'État, récupérer les subventions, ça devient un boulot à part entière. D'accord. Et surtout, le jour où, par effet d'autorité, les structures administratives officielles te disent « Ah bah non, on considère que ce projet ne mérite pas telle subvention oui. », tu te retrouves dans des problématiques qui sont liées au système étatique, qui est un système hiérarchique et autoritaire par nature. D'accord. Du coup, il fallait se couper des structures de l'État, déjà, et surtout sans la paperasse. C'est-à-dire que les gens qui ont besoin des services apportés par un centre social, ils ont besoin de savoir s'ils ont droit à ces services. D'accord. Et pour nous, c'est quelque chose qui était problématique. Et du coup, il s'agissait, nous, dans les projets, c'était cantine populaire, aide pour le droit du travail avec permanence syndicale, activités pour les enfants, activité de socialisation pour les adultes aussi, et on avait aussi dans l'idée d'un truc qui est encore en train de se faire, d'une laverie à prix libre. Parce qu'on est dans une rue de Fougères qui est une rue en rénovation, d'accord. Avec beaucoup de précarité du coup dans le coin, d'accord. Du coup des gens avec des petits appartements, pas forcément un accès à Internet, parce que pareil on a un accès gratuit au Wi-Fi dans le local, pas forcément d'accès à Internet, pas forcément de machine à laver, et les laveries ça coûte cher. D'accord, ok. Et donc tout un tas de services sociaux comme ça que vous voulez assurer. Avec deux principes, pas de logique marchande, donc tout est sur du principe de prix libre, et pareil, pas d'effet d'autorité. Excepté pour Pierre-Alexandre. Excepté pour la littérature, enfin tout ce qui est bouquin, parce que légalement on est obligé d'avoir un prix fixe sur les livres. C'est la seule chose qui est imposée, qui nous... Alors les gars, juste par rapport au prix fixe des livres, il y a des tas d'entreprises qui s'arrangent très très bien, qui peuvent détourner le truc. Par exemple, il y a des boîtes d'édition qui mettent des prix sous la forme de code. Et le code peut évoluer. Le prix c'est F1. Mais le code de F1, ça peut être 3 € un jour, 4 € le lendemain. Enfin, je sais plus exactement comment ça fonctionne, mais... Oui, mais c'est pas le système. Le but du système, c'est pas de dégager de la rentabilité. Ça aurait été pour voir pour les. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a toujours moyen de moyenner, quoi. Oui. Pourquoi Ah, c'est marrant ça, que le livre pose ce problème-là, quoi. Après, c'est du livre neuf aussi. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc c'est. Parce que on a une activité bibliothèque, une activité librairie, qui sont deux activités séparées. Parce qu'avant même d'ouvrir le local, Céline et Titou, qui sont donc à l'initiative du avaient eu peut-être nous rejoindront en cours de podcast s'ils arrivent, c'est pas certain. Avait eu un deal avec les éditions libertaires qui avaient viré tous les livres avec des problèmes d'impression ou des coquilles et nous les ont donnés gratuitement à Céline et Titou. Okay. Parce que d'où la blague, c'est tu mets deux anarchistes ensemble, ça fait une librairie. C'est un peu vrai. Concrètement, qu'est-ce qui se passe dans ce local, du coup, Pierre-Alexandre ? Voilà, là, il nous a présenté le grand projet. Alors, concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Buvez des coups, faites des concerts, en fait ? Pour le moment, on n'a fait qu'un concert qui s'est bien déroulé. Il y en a un vendredi, enfin encore un concert vendredi. Non, concrètement, on va dire à la semaine, il y a quelques ouvertures. Donc, ils se déroulent en général après le boulot de ceux qui vont faire les ouvertures. Donc, c'est toujours sur la base du volontariat. Donc, les ouvertures, c'est juste ouvrir le local pour que les gens puissent venir boire un café, prendre... boisson, taper une petite discute, enfin des choses assez tranquilles. Le local est ouvert, vient qui veut, il y a de la lumière, il fait chaud à l'intérieur, rentrer, discuter, quoi. C'est ça, ouais. D'accord. Puis ensuite, sinon, il y a des activités donc, qui sont programmées via la commission programmation et les AG. Donc à niveau, on a eu beaucoup des activités. Dorian, lui, il anime par exemple un café philo. D'accord, ouais. Moi, j'ai animé un truc sur la biologie, du coup, la biodiversité. Dans la vie donc, de tous les jours, si j'ose dire, tu es agronome, c'est bien ça ? C'est ça, ouais. Du coup, moi, je me suis intéressé à ces questions-là. On a eu des ateliers d'histoire, on a eu beaucoup de choses sur l'éducation populaire, du coup. On essaye aussi d'enseigner différemment des choses que nous, on maîtrise, de manière plus académique. D'accord, ouais. Et de faire en sorte... Enfin, moi, c'est comme ça que je voyais mon truc, c'était par exemple, de ramener de faire en sorte que les gens puissent... en fait, pour moi, ils ont déjà du savoir, pas inné, mais ils ont déjà des savoirs, quelques observations sur la nature, par exemple, et on peut les arriver à des grandes théories, tu vois. Je pense que toi, c'est pareil pour ton café philo. En histoire, c'était la même, et sinon, on fait encore d'autres activités. Tous les mercredis, actuellement, nous avons un atelier informatique, donc où tu peux venir avec ton PC qui est cassé, ou si t'as une question d'informatique, et puis c'est Pierre, du coup, qui s'en occupe, qui, lui, répare des PC.
concrètement. Il y a un projet qui a plus ou moins dévié aussi entre-temps, parce qu'il y a une personne qui est venue avec son atelier informatique, c'était faire un site web. Et du coup, maintenant, il fait de la formation, création site web à l'atelier informatique du local. Voilà, il y a des ateliers tricot, on fait beaucoup d'ateliers débat. Donc c'est soit sous base de projection de films, ou c'est principalement sous base de projection de films. Dernièrement, c'était un petit court-métrage sur la Palestine, donc de 13 minutes, qui s'appelait Quand les murs parlent, où c'était en fait le moyen en Palestine en gros de communiquer, c'était de taguer sur les murs des informations, grève tel jour ou machin tel jour. D'accord. Et ensuite il y avait tout un débat sur sur le rapport Israël-Palestine, le conflit. Israélo-palestinien. Ouais. D'accord. D'autres choses. Après il y a t'en as pas parlé, le local veut pas d'organisation politique à logique électoraliste. C'est pas qu'elle veut pas. Ouais, c'est que les organisations politiques, parce que le lieu était aussi pensé comme une base arrière militante. Donc il y a déjà eu des événements militants, on a reçu les zadistes de Bure par exemple, qui sont venus parler de comment ça se passait, la ZAD à Bure. Donc on rappelle que la ZAD de Bure, c'est une zone à défendre qui tente, des gens qui tentent d'empêcher la construction d'un ensevelissement de déchets nucléaires. C'est ça. Donc d'un laboratoire de traitement des déchets nucléaires, si c'est le terme officiel, c'est ça. D'accord. Et par contre, on s'est dit, il y a des forces électoralistes qui sont plus ou moins des copains politiques, comme le NPA ou la France Insoumise, même si au final ça s'est mal passé avec la France Insoumise, on n'est pas très copains, mais peu importe, c'est pas un détail important. On s'est dit d'accord pour qu'ils fassent des choses dans le local, à condition que ce ne soit pas à visée électoraliste, même si eux-mêmes sont des partis électoralistes. Alors comment tu fais ça concrètement ? Comment est-ce que t'empêches Alors déjà, c'est-à-dire période de campagne, pas d'événement du NPA dans le local. Ah oui, c'est-à-dire par exemple, concrètement, vous avez pas le droit d'inviter un candidat ici pour qu'il fasse un meeting. Il ne faut pas que ça appelle à voter pour le candidat, parce que déjà ça arbitrarait les gens, et surtout la question du vote électif fait pas unanimité, et pas une question qui fait l'unanimité ici, l'unanimité au sein du local. C'est ça. Ouais, vous êtes d'une manière générale assez sceptique vis-à-vis du fonctionnement démocratique en France aujourd'hui. Alors il y a une position qui est c'est pas notre problème. De rien. Les questions électorales, c'est pas notre problème. Les gens votent ce qu'ils veulent, les gens votent s'ils veulent. C'est pas juste nous, on s'en fout. Pas de position sur c'est-à-dire que c'est ça, c'est aucun lien avec la politique électorale. Même si c'est un lieu éminemment politique qui est là pour faire de la politique. C'est comme si vous n'aviez pas envie, même si vous voulez. C'est comme si vous n'aviez pas envie de voir les débats politiques du monde autour influencer le mini-monde, le microcosme que vous êtes en train de créer ici. Ça changerait les règles qu'on est en train d'essayer d'expérimenter. D'accord, ok. Tu parlais d'un concert tout à l'heure, PA. Tu as été venu au concert, j'ai même fait partie de l'organisation, parce que là tu vois le local tel qu'il est, on a dû virer tous les meubles. Ouais, parce que je vois pas comment tu peux faire un concert ici. Je vais t'expliquer, c'est très con en podcast, du coup ils vont pas voir, mais on avait tout viré ici, on avait mis des tentures sur les fenêtres pour éviter que le son sorte. Donc il y a une grande baie vitrée, ça peut être comme un magasin si vous voulez, avec un pignon sur rue. C'est un ancien restaurant. C'est un ancien restaurant, donc voilà, ça permet très bien de concevoir en fait. Une grande cheminée, il y a une cuisine au sous-sol. Et la cheminée n'est pas alimentée, vous ne pouvez pas y faire du feu. Mais voilà, et donc il y a une grande vitrine qui donne directement sur une rue piétonne. Non, il y a des voitures qui passent, c'est une rue. Donc, et donc vous aviez mis des tapis le long de la vitrine. Exactement, pour insonoriser. Pour insonoriser, on avait fabriqué la veille des supports pour enceintes, on avait fait beaucoup de choses. Et c'était un concert, on était combien, 15 Une quinzaine. Et sur les concerts, on a eu l'aide d'une autre association foucheresse qui s'appelle la 8e Avenue, qui elle organise des concerts régulièrement. Et ils sont venus sonoriser la pièce. Ok, d'accord, très bien. Concrètement, dans un projet politique comme celui-là, qu'est-ce que ça apporte de faire un concert ? Ça offre de la visibilité, c'est dans quel l'objectif d'un... C'est créer de la sociabilité. Ouais, voilà, c'est ça. Nous, quand on disait centre social, c'est aussi, du coup, c'est ça aussi, c'est créer des sensibilités on a quand même beaucoup de gens qui sont isolés, qui viennent au local. D'ailleurs, il y a une activité qui a été un nouvel an pour les gens qui n'ont pas de nouvel an prévu ailleurs. Donc, il y a eu le nouvel an de fêter au local. Donc, c'est une fête gratuite pour tous, finalement. À prix libre. Toujours la logique du prix libre. À prix libre, d'accord. Donc, c'est financièrement, c'est grâce à ces prix libres que l'association, le local vit. Pour avoir le droit de proposer des activités, il faut être membre du local et être membre
Là, c'est sur une cotisation, mais qui est aussi à prix libre, à partir de 1 euro pour des questions de comptabilité évidentes. Et annuel c'est par mois. C'est mensuel ou annuel, tu choisis. Sauf les associations, les organisations politiques ou syndicales qui, elles, payent à l'année. D'accord, ok. Et là, encore une fois, pour des raisons de leur comptabilité à elles. Ouais. Ok, très bien. Tu parlais d'une charte tout à l'heure aussi, Dorian, que vous avez dû élaborer au moment de la création. Affichée au mur, ouais. Ça m'intéresse de savoir comment... Parce que le problème de la démocratie, quelque chose qui a été vu dans l'histoire, c'est que le modèle démocratique peut être utilisé à des fins non démocratiques. C'est-à-dire qu'on pourrait se retrouver dans un cas où l'Assemblée générale décide démocratiquement de donner les pleins pouvoirs au trésorier, parce que c'est celui qui a la meilleure vision à long terme de ce que peut faire le local. Donc il fallait empêcher ça. Du coup, c'est pour ça qu'on a, dans la charte et dans le règlement interne du local, cherché à éviter ces questions-là. Plus imposer des règles basiques de savoir-vivre et de comportement non sexistes, non racistes, non homophobes au sein du local. D'accord. Sachant que pareil, ça a été pensé, vu qu'on s'est dit, bah oui, mais même sur quelqu'un, un utilisateur par exemple qui ferait des remarques sexistes, l'exclusion directe, c'est pas quelque chose qu'on souhaite. Bah non. L'idée, c'est de faire de la pédagogie avant d'arriver à sévir, mais il faut quand même malgré tout qu'on ait les moyens de sévir si quelqu'un, malgré nos efforts pédagogiques, persiste à faire des remarques racistes ou faire des remarques sexistes ou autres. Ouais, d'accord, ok. Là, encore une fois, l'idée, c'est aussi de faire de l'éducation populaire, et donc si quelqu'un a tel comportement, ne pas dégager la personne directe, mais par contre, de se laisser le loisir de le faire. Ok. D'avoir les moyens de le faire, même si c'est pas automatique. Et tu disais que même chaque terme de la charte avait été choisi vraiment minutieusement, avait prêté à débat et compagnie. Oui, parce que par exemple, pour nous, c'était important de dire que c'était un projet, malgré tout, avec une volonté politique claire, même si le lieu en lui-même n'est pas politicien. C'est-à-dire que si quelqu'un vient comme utilisateur du lieu et que c'est pas un anarchiste, qu'il n'a pas du tout envie de s'intéresser aux idées politiques qu'on défend à côté, qu'à cela ne tienne. Notre but, c'est pas de faire du prosélytisme. Ceci dit, notre but doit être... on voulait pas faire semblant, par exemple, parce c'est parfois certaines activités comme ça, on pense à des universités populaires ou d'autres, sont des vitrines en fait pour pouvoir après derrière faire du prosélytisme pour tel ou tel courant politique. Ce n'est pas notre but. Mais notre but affiché, malgré tout, c'est de le faire sur un modèle qu'on appelle libertaire et qui regroupe plusieurs termes qu'on a tenu à mettre dans la charte, notamment anticapitaliste, anti-autoritaire et révolutionnaire. Et c'est le terme révolutionnaire qui avait fait débat au moment de la création de la charte. Avec certains qui disaient que c'était un mot repoussoir qui faisait peur. Qu'est-ce que vous produisez ici selon vous ? C'est compliqué, hein ? Ouais, c'est une question très compliquée. Non, je dirais déjà on crée du lien social. Parce que Dorian en a parlé, toutes les personnes isolées beaucoup de personnes isolées viennent ici. Elles retrouvent une certaine sociabilité avec d'autres personnes, etc. sans qu'il y ait d'arrière-pensée ou de jugement sur elles. Enfin, voilà. Bon, après, il y a aussi... On crée ça, on crée du savoir ou des nouvelles perspectives, je pense, aux gens. Je m'exprime peut-être pas très bien, mais... Je pense qu'on comprend bien, quand même. Ouais, voilà. si je trouve que tu t'exprimes mal, je poserai des questions naïves, t'inquiète pas. Non, ça va. Non, voilà, du coup, que des gens puissent comprendre que... vu qu'on fait de l'horizontalité, on peut tous apporter quelque chose, une pierre à l'édifice, quel que soit notre niveau, notre passif, enfin tout ça, on arrive à faire quelque chose tous ensemble et puis à avancer tranquillement. Je pense que c'est un apport dans la tête des gens de se dire que finalement on peut tous faire quelque chose. Ouais. Donc finalement ça offre aussi de la confiance en soi, du sens, se dire ouais tiens, au sein de cette communauté, une compétence que je n'avais jamais réussi à valoriser parce qu'elle n'est pas valorisée dans le monde dehors, bah, dans le local, elle peut avoir une utilité, compagnie, quoi. Par exemple. Et moi, il y a aussi des gens qui sont foncièrement, qui sont foncièrement allergiques justement au mécanisme d'autorité. Moi, j'ai connu des gens qui étaient de très très bons artisans, mais qui ne voulaient travailler avec concrètement aucun patron, qui voulaient travailler dans un cadre sécure en fait, parce qu'ils avaient subi des traumatismes, des pressions dans leur histoire, dans leur vécu personnel, et qui du coup s'adaptaient très très bien à ce modèle autogéré et du coup retrouvaient en fait leur capacité de travail dans ce contexte-là. Il y a des gens qui ont besoin en fait de l'absence d'autorité pour bien travailler en fait concrètement. Parce que c'est... Et dans ce que je trouve que ça produit aussi, c'est que j'avais beaucoup d'idées moi en tête qui restaient du domaine de l'abstrait. On va prendre un exemple typique, l'antipsychiatrie.
J'ai été convaincu par les arguments antipsychiatriques en me disant bah oui, mais malgré tout, les gens avec des pathologies mentales, ils devraient avoir une participation comme les autres au sein de la société, etc. Mais on a une société qui est organisée de telle sorte que les gens avec des pathologies mentales, on les parque dans un coin qu'on appelle un asile et on les voit jamais dans l'espace public. Il s'avère que dans le local, on a plusieurs personnes avec des pathologies mentales plus ou moins lourdes qui participent, qui viennent parfois aux AG, etc. et qui participent du coup vraiment à la vie du local. Et donc là, maintenant, j'arrive... C'est quelque chose qui donne de la chair à cette idée de comment est-ce qu'on fait une démocratie avec des gens qui ont des comportements qui dévient de très loin des normes des comportements qui sont même dans le groupe qui s'installe, parce qu'on a tous des normes comportementales, et il y a des gens qui dévient de ces normes-là, on se refuse à l'idée de les exclure, mais malgré tout, il faut composer avec le fait que nous, on n'a pas de formation du tout sur l'encadrement des personnes avec des pathologies mentales. Donc c'est un laboratoire aussi pour ça. Oui. Pour expérimenter, faire l'expérience des belles idées qu'on défend tous les 3 à 3 heures du matin autour d'une bonne bière en disant il faudrait plus de ci, plus de ça dans la démocratie. Et là, du coup, tu peux l'expérimenter à petite échelle. Et puis tu vis des expériences que... genre l'irruption d'un gars bourré dans une réunion à caractère technique sur ce qui se passe, c'est pas des trucs que tu gères tout le temps si tu t'es pas lancé à gérer ça. Oui, bien sûr. Concrètement, quand on parle d'autogestion dans le monde dehors, ce qu'on voit, c'est on se dit c'est des mecs qui parlent beaucoup pour faire peu. Et c'est un concert, en gros, c'est des mecs qui font la fête. Qui boivent des coups et qui refont le monde jusqu'à 3h du matin, mais ils font pas grand-chose de concret. Est-ce que tu as l'impression est-ce que vous deux, vous avez l'impression qu'ici vous faites un peu plus? Qu'est-ce que vous répondriez aux gens qui disent que vous êtes des glandeurs, Il y a quand même cette image, quoi. L'autogestionnaire, c'est le type qui va... Oui, mais c'est une image que j'avais aussi. Moi, les premières semaines que j'ai passées avec Titou et Céline, je me foutais de leur gueule en leur disant l'autogestion, c'est la fête à la saucisse. Bah ouais. Parce qu'effectivement, ce que j'avais surtout vu produit par l'autogestion, c'était des barbecues. Mais même maintenant, je me dirais, en fait, déjà un barbecue, c'est pas mal. Parce que, au final, j'étais assez peu en contact avec des gens isolés, puisque par nature, ils sont isolés, donc on n'est pas en contact avec eux. Et du coup, on n'imagine pas ce que peut apporter des petites choses comme ne serait-ce qu'un lieu ouvert où tu peux avoir un café à 2 centimes pour des gens qui sont dans une détresse sociale. Pierre-Alexandre, de ton côté, J'avais pas cette image-là de l'autogestion, parce qu'à la base... Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir à ce local ? Qu'est-ce qui t'a donné envie, du coup, peut-être prendre ça comme ça ? Ouais, il y a très longtemps, je suis pas très vieux, mais il y a longtemps, moi je suis alsacien à la base, et je côtoyais le milieu, en général, on va dire, alternatif. Donc j'ai un peu squatté à la maison Mimir, qui est sur des bases d'autogestion un peu différentes, mais qui sont sur des bases d'autogestion, la salle de concert Le Molodoy, et ce genre de choses. Et du coup, moi j'ai dû déménager ici pour mon taf. D'accord, ouais. Et j'avais pas une vie sociale très forte, parce que je travaille beaucoup, voilà. Puis j'ai appris d'un coup sur le net qu'il y avait ce local-là, autogéré, etc. Moi, les idées me plaisent énormément. Ouais. Et j'ai eu envie de m'y investir, de venir et de voir comment ça se passe, pourquoi, comment, et du coup... Et t'as fait la connaissance des gens. Exactement, j'ai fait la connaissance des gens, et du coup, je me suis investi dans le local, je me suis investi avec les gens, puis finalement, péripétie en péripétie, j'ai atterri dans la même coloc que Dorian. que Dorian. Voilà. Donc là, concrètement, on a un exemple, en fait. Pierre-Alexandre, c'est le premier exemple, quoi. Le type est expatrié, entre guillemets, de sa région. Le local va créer du lien social et va lui permettre de rencontrer... Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce côté, je rencontre des gens différents de moi ? Si. Et puis même juste rencontrer des gens, parce que moi c'est vrai que le local s'est ouvert, ça fait déjà des années que je vivais sur Fougères, j'avais mes cercles sociaux sur Fougères, il n'y avait pas de souci. Mais le cas de PA, il n'est pas isolé, là actuellement on a 2 personnes qui sont venues au local, parce que tous les dimanches on a jeu de société, qui est organisé aussi au local. Et il s'avère qu'il y a une personne qui a été embauchée là, comme ludothécaire à Fougères. Du coup il s'est dit je vais aller au jeu de société, et du coup comme il s'installait sur Fougères aussi, il connaissait personne. Donc il aurait pu se retrouver dans la situation où, à part ses collègues et sa nana avec qui il emménageait, et peut-être les collègues de sa nana, il aurait rencontré personne sur Fougères. D'accord. Et donc juste, en fait, quand on est confortablement installé dans sa vie sociale, ce qui est le cas de beaucoup de nous, on se rend pas compte de la valeur de juste rencontrer des gens. Déjà. Ouais. Moi, c'est vraiment des gens différents. Moi, c'est ça que je trouve intéressant avec ce type d'expérience. Non, t'es pas d'accord avec moi ? C'est pas...
Si on prend typiquement le cas de PA, il est venu là parce qu'il était intéressé par les idées qu'on portait. Et du coup, ça mène pas une grande différence. Même si on n'est pas dans l'entre-soi militant, il y a quand même les regroupements se font sur des proximités malgré tout. En tout cas, toutes les expériences que j'ai d'autogestion amenaient toujours une population qui était amenaient deux populations très différentes à discuter, à savoir d'un côté des intellectuels qui pensaient ces questions-là depuis longtemps, et de l'autre, en fait, les couches les plus basses, entre guillemets, de la société, à savoir souvent donc des SDF, effectivement des gens qui ont des problèmes mentaux, etc. Et ça, c'est dans l'autogestion, on voit très peu de classes moyennes, entre guillemets. Si, nous, on en a. Hein. Ouais, ok. Et nous, c'est les différences d'âge. Il y a vraiment des gens qui ont 50, 60 ans et d'autres qui sont plus jeunes. Après, effectivement, entre les vieux gauchistes fougerets de 60 ans et nous, il y a aussi des différences malgré tout. Donc, effectivement, on rencontre des gens différents. Mais Ouais, non, moi j'ai peut-être un biais parce qu'en fait, je me rends compte que toutes les expériences d'autogestion auxquelles j'ai participé, c'était des expériences qui étaient menées dans le cadre de manifestations ou d'associations très militantes. Donc, ok. Concrètement, moi, je veux faire ce que vous êtes en train de faire à Laval, à Rennes, à Vierzon, à Tours, à Marseille, etc. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Quelles ont été les démarches? Là, peut-être que Tétou et Céline nous manquent pour... moi, après, j'étais là pendant tout le processus. Donc tu peux expliquer? Alors, concrètement, ça commence par Céline et Tétou qui s'installent sur Fougères, qui sont que deux, et qui ont cette idée-là en tête depuis très longtemps. C'était quelque chose qu'ils voulaient déjà faire sur Rennes avant. Ils ont dû quitter Rennes. Le fait est qu'ils étaient que deux, donc ils n'avaient aucun moyen de le faire. Mais via la structure politique qu'ils avaient créée, parce qu'ils ont monté du coup un groupe anarchiste sur Fougères, ils ont pu agréger d'abord 6, puis une dizaine de personnes autour d'eux, pour se dire, tiens, maintenant c'est réalisable, parce que si on est 10 à mettre de l'argent, on peut louer quelque chose à Fougères. Parce que là, j'ai aucune idée des surfaces pour les évaluer à UNU. Là, il y a 50 mètres carrés à vue de pif, je pense. Donc on a 2 fois ça, on a 100 mètres carrés pour 300 balles par mois. Donc le fait d'être dans une ville où le loyer sont aussi bas, on peut s'orienter vers la location. C'est pour ça que dans d'autres villes comme Angers, etc. Le sous-sol, excuse-moi, juste de rien, le sous-sol est plus grand que la pièce. Oui, donc on a plus de 100, voilà, plus de 100 mètres carrés. On a plus de 100 mètres carrés pour 300 balles. Plus, je pense. Donc déjà, ça c'est un frein qu'il n'y a pas et qui font que dans beaucoup d'autres villes, ça s'oriente vers le squat, qui est truc illégal qui n'était pas possible sur Fougères. Parce que l'anonymat est pas possible. Que je dise pas de conneries, je crois qu'on a entre 120 et 130 mètres carrés. Avec 60 ici et puis 60-70 en bas. Voilà, tu vois, je suis pas loin quand même. Je suis content. Ça me fait plaisir d'avoir eu raison. Oui. On en parlait avant. Avoir raison sur des chiffres face à moi, c'est pas dur. Mais ça fait plaisir. Dans une petite ville comme Fougères, l'anonymat, c'est pas quelque chose. L'anonymat et la clandestinité, c'est pas envisageable. Du coup, ouvrir un squat, c'était pas pensable non plus. Et du coup, on a bénéficié du cadre spécifique de Fougères qui est que on se retrouvait, ou même si on avait été que les 12 là, avec 4 personnes qui viennent en plus, et c'est un local où on fait nos réunions à nous et où on fait nos activités à nous, on aurait pu le faire, on aurait eu les moyens de le faire. Attends, ça veut dire que concrètement, il y a 10 personnes qui sont locataires du local dans lequel nous sommes? Non, c'est une association qui est locataire du local dans lequel nous sommes. D'accord. Mais une association qui paie le loyer grâce aux cotisations des membres de l'association. Des membres de l'association. Qui était une dizaine au début. Qui était une dizaine au départ. D'accord. Donc, et aujourd'hui, vous êtes combien? Une soixantaine. Ouais, une soixantaine de membres. Et sur la liste de diffusion, donc c'est les membres plus les gens qui sont intéressés par les activités, les utilisateurs divers, on doit être 160 ou 170. Vous n'avez aucune difficulté à payer le loyer? C'est facile? Pas à payer le loyer. Ok. On n'a aucune difficulté à tenir le local pour l'instant. Ouais. Mais c'est financé tout, parce qu'on est encore en travaux en bas, la cuisine elle n'est pas fonctionnelle. Tout ça c'est difficile à financer par contre. D'accord, ok. Parce que les premiers mois en fait, même le rez-de-chaussée, on a tout refait. On a posé le carrelage, on a refait l'enduit des murs, parce qu'avant c'était du crépi, on a fait la peinture, il y a quelqu'un qui s'est occupé du réseau électrique. Donc c'est-à-dire que quand on est arrivé, c'était pas exploitable, c'était du gravat, c'était vraiment délabré. Donc les premiers mois qu'on a fait, on n'avait pas de loyer à payer, on n'avait que le matériel pour les travaux à payer. D'accord. Mais depuis qu'on a le loyer à payer et d'autres travaux à financer,
Le fait de payer le loyer fait qu'on fait grosso modo le point zéro, il me semble, tous les mois. On fait grosso modo sur les charges, ouais, tous les mois le point zéro. D'accord. Le propriétaire de ce local, c'est le privé ou c'est le public? C'est-à-dire c'est la mairie qui vous loue ça ou Non, c'est un privé. C'est un privé. Donc en plus, ça c'est quand même... D'accord. Est-ce que vous êtes aidé par la mairie? Pas du tout. Absolument pas. Absolument Et pas. vous ne voulez pas comme tu l'as dit tout à l'heure. Ok, très bien. Tu parlais de difficultés. Donc des difficultés financières qui viennent des travaux, uniquement des travaux, l'électricité, l'eau, tout ça, c'est géré? Malgré tout, on se tient à nos principes de prix libre. Et donc ça fait qu'il y a des gens qui cotisent à 1 euro par mois, alors qu'il y en a d'autres qui cotisent à 10 euros par mois. Ouais. Et du coup, on savait qu'on avait assez pour payer le loyer et les charges, et c'était financer le reste qui devait être problématique. Et le fait est que on en est toujours à ce point-là, même si on a triplé de taille. Pierre-Alexandre, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, mais on a triplé de taille, par exemple, et on a quand même plus ou moins le même noyau, finalement, entre les membres et les, comme tu dis, les utilisateurs qui viennent régulièrement. Oui. Ça... Mais je parlais en nombre de cotisants, en fait. Oui. Il y a 3 fois plus de cotisants, mais le problème on peut payer juste le loyer et les charges, pas le reste. On peut pas. C'est compliqué de financer tout le reste, en fait, du coup. On en est encore là, même avec 3 fois plus de cotisants. D'accord, ok. Est-ce que vous avez rencontré d'autres... Parce que là, ce que vous me dites, c'est ce qui me semble assez étrange, c'est que ça a l'air très facile. Enfin, on se met à 10 mecs, à 10 personnes, pardon, on élabore une charte. À partir du moment où on est 10, on commence à avoir suffisamment... Enfin, à partir du moment où, dans une région, pardon, où les loyers sont pas trop élevés, on commence à avoir suffisamment d'argent pour pouvoir se payer un petit local par mois. Et j'ai envie de dire roule ma poule, quoi. Mais j'ai l'impression que c'est même plus facile que ce que moi j'avais anticipé à la base. Je pensais que, même si on est toujours un petit noyau, il commence déjà l'arrivée de quelqu'un comme PA très tôt, donc dès l'ouverture, ça fait qu'on peut mettre en place un atelier régulier où c'est pas les 10 personnes qui faisaient les travaux qui se retrouvent à obtenir un atelier régulier à côté. Donc plus on a de gens qui viennent et qui proposent de différents ateliers, plus aussi les tâches se répartissent et la quantité de travail sur le local se répartit. Ok. Alors, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées à la création, s'il y en a eu? Et si tu me dis qu'il n'y en a pas, ben il n'y en a pas. Hein. Les rapports avec le propriétaire, qui n'ont pas été évidents tout de suite et qui maintenant adviennent. Ah bah oui, parce qu'il a dû se demander, mais vous louez ça pour faire quoi, finalement? Et là... Non, ça c'était... c'est clair, il était au courant dès le début. Okay. Mais c'est justement sur les thèmes qu'on s'était mis d'accord. Normalement, on devait avoir une pompe de relevage pour l'eau, parce que la cave... Enfin, du coup, le système de récupération d'eau est en dessous du niveau de la rue, etc. Pendant longtemps, on ne l'a pas eu. Donc on avait 0 plomberie à cause du propriétaire. Là maintenant il refuse de payer un chauffe-eau. Du coup on est quand même dans un local sans eau chaude alors qu'on est censé vouloir produire une cuisine pour pouvoir nourrir, faire à bouffer, etc. Donc il y a toutes ces questions-là et puis... D'accord. Au niveau des assurances et compagnie, il n'y a rien à faire quand on veut faire un local comme ça? Mais il me semble que c'est dans les statuts associatifs, ça permet d'être géré, ça. Donc du coup, on paye des assurances aussi pour le local, mais c'est via l'association. Puis elles sont pas qui rend ça facile, en fait. Pierre-Alexandre. Et c'est pas très lourd comme charge, il me semble, l'assurance dans le poids du local. D'accord, ok. Ouais. Mais le modèle associatif, ça... Je veux dire, les assurances sont au courant de ce que vous y faites, de ce que vous comptez y faire, etc. Ouais. Et donc, c'est pas de problème. Je veux dire, organiser un concert en mettant de la moquette au mur... si vraiment quelqu'un veut nous mettre des bâtons dans les trous, un de ces 4, on se fait avoir sur la question de accueil de personnes handicapées moteurs. Ah oui, parce que... On n'est pas du tout aux normes. Et on n'a pas les moyens de l'être. Ouais. Il faudrait mettre une rampe ici. Mettre une rampe ici. L'escalier avec lequel t'es descendu dans la cave, c'est pas imaginable. L'accès aux toilettes, c'est compliqué. Il n'y a aucune porte qui a la bonne taille pour faire passer un fauteuil. Ah ouais, et là, ça coûterait pour le coup très très cher. Et là, les finances... Ah ouais, là, c'est un peu impossible. Je te dis, on n'aurait même pas les moyens d'être aux normes au niveau des handicapés moteurs. Absolument pas. Ok. Aucun problème au local avec le voisinage, des gens qui se sont dit, mais attendez, qu'est-ce que c'est que ce truc Non. On a des... C'est impressionnant. C'est même pas des problèmes, mais d'autres associations. Il y a d'autres associations dans Fougères, certaines avec lesquelles on s'entend très bien, et d'autres qui se mettent dans des postures un peu de concurrence. Ouais, mais elles se sont mises elles-mêmes dans une posture de concurrence, alors que. Oui, vous. Ouais. Voilà, concurrence, on pense plus. Enfin, tu me diras si je pense qu'on pense plus synergie que concurrence entre initiatives. D'accord, ok. Globalement. Typiquement, le centre social de Fougères,
refuse qu'on y dépose notre programme. Alors ça, c'était un autre truc dont je voulais parler avec vous, c'est pour la communication sur les événements et les différentes activités que vous proposez. Est-ce que vous avez un système de communication ? Comment vous faites ? Alors, on a un programme papier. papier. Ça se fait que vous ayez 60 membres déjà On a un programme papier qui est imprimé et parfois distribué, boîté dans les boîtes aux lettres. On a Facebook et on a la presse locale, la Chronique républicaine, qui quasiment toutes les semaines publie au moins un des événements de notre programme qu'on leur envoie toutes les semaines. Donc là aussi, c'est-à-dire que d'abord, d'un point de vue foncier, le prix n'est pas élevé, mais il y a aussi ici un terrain local, de presse locale, etc., qui vous soutiennent. Oui. C'est intéressant, non ? La Chronique républicaine publie les trucs pour les associations. Donc c'est parce qu'on est une association comme les autres qu'on a accès à ce service-là. D'accord. Mais il semble qu'on vous mette aucun bâton dans les roues, quoi. Non. Aucun. Ouais. Donc en fait, moi ce que je retiens de ça, parce que j'ai eu l'occasion de parler avec beaucoup de gens qui avaient des projets anarchistes, autogestionnaires, etc., c'est qu'en fait, ce qui vous sauve dans cette affaire, c'est que vous êtes... dans les clous du point de vue de l'État, vous êtes locataire de... Parce que moi, toutes les expériences d'autogestion dont j'ai entendu parler à côté sont souvent des squats dont les gens ne sont pas propriétaires. Que ce soit sur des ZAD ou sur des terrains agricoles inoccupés, dans des friches industrielles ou même en centre-ville et compagnie, ils ne sont pas propriétaires. Et donc, à un moment donné, vient le rapport de force avec, finalement, les pouvoirs publics. Alors qu'ici, non, vous êtes une association comme les autres. C'était pas du tout, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'était pas du tout envisageable. Dans une ville à l'échelle de Fougères, tu peux pas être clandestin. Ouais, d'accord. Enfin, pas sur quelque chose comme ça. Tu peux être clandestin si t'es dealer de drogue. Je pense que tu peux faire pousser chez toi et revendre sans que ça se voit. Mais clandestin sur un squat, ça me semble compliqué. Puisqu'on avait réfléchi, hein, ça a été une piste envisagée, le squat, où on s'est dit, tiens, il y a les locaux de l'ancienne Banque de France à Fougères qui sont tout vides depuis des dizaines d'années. Il me semble qu'on est plus ou moins en capacité de l'ouvrir et de l'occuper. Pourquoi est-ce qu'on le ferait pas ? Puis tu me diras si je me trompe, mais c'est aussi l'image squat qui rebutait un peu les membres à la base. Enfin, tu vois, quand t'es quelqu'un de lambda, c'est plus facile de rentrer dans un local type comme tu le vois celui-là, que de rentrer dans quelque chose dont tu sais que c'est un squat. Et que c'est illégal, même si c'est porteur des mêmes idées, etc. Ouais, bien sûr. Et c'est aussi que dans la phase de développement du projet, on a regardé comment ça se passait ailleurs, parce qu'on n'est pas le premier de local autogéré en France. Bien sûr, ouais. Et on a notamment regardé certaines expériences à Angers et à Montpellier, qui étaient en squat. Comme c'était des activités qui étaient associatives malgré tout et qui intéressaient la mairie, c'est devenu un espèce de squat légal, c'est-à-dire qu'un squat où on les emmerdait pas. Mais le jour où la mairie a eu un programme de rénovation du quartier, on leur a dit maintenant c'est dehors les cocos. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc c'est là que l'autorité du pouvoir public revient et dit non, maintenant c'est comme ça et pas autrement, quoi. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés humaines ? Tu parlais des difficultés avec les gens qui ont des problèmes mentaux, des handicaps divers. Rien qui se soit posé vraiment concrètement pour l'instant, mais ça nous a obligé à nous poser la question de s'il y a des cas problématiques qui se posent. Voilà, c'est ça, ouais. Parce que souvent, en fait, pourquoi je te pose cette question-là ? Parce que autre chose qui revient très souvent dans les expériences autogestionnaires, c'est à un moment donné, il va falloir faire usage de la force. Il y a une force, tu vois. Une des vraies problématiques de l'anarchie, c'est la légitimité de la force. C'est vraiment un problème. Qui peut faire du mal aux autres et pour quelles raisons, en fait ? Parce qu'à un moment donné, où, si quelqu'un, par exemple, fait du mal à l'un des membres de l'association, il est bourré au cours du concert, il tape quelqu'un, s'il n'y a pas de service d'ordre, tu vois, pour sortir la personne, ça va poser un certain nombre de problèmes. Donc ça, est-ce que vous avez résolu ces problèmes-là ou est-ce que juste ça s'est pas posé, tu vois ? Ça s'est pas vraiment posé, parce que on va rentrer dans les détails. On a un utilisateur qui a des problèmes de fixation érotique sur les inséminations artificielles de bovins. D'accord, ouais. Qui venait regarder des vidéos d'insémination artificielle au local, où il avait accès à Internet. D'accord, ouais. On lui a juste demandé de pas le faire, il a arrêté de le faire. Parce qu'on lui a dit, écoute, il y a des enfants il y a parfois des activités pour les enfants. Quand tu dis on lui a demandé, qui en AG, ça a été discuté en AG. Ça a été discuté en AG. Puis il y a quelqu'un qui allait lui dire tout simplement un jour où il y avait une activité pour les enfants,
bah écoute, ce serait mieux qu'il n'y ait pas sur l'écran de l'ordinateur un monsieur avec la main dans le cul de la vache. D'accord, ok. Pierre-Alexandre, des expériences comme ça lors de l'organisation du concert, il n'y a pas eu de problème? Lors du concert, il n'y a pas eu de problème. On a juste eu des problèmes avec c'est un fasciste dans la rue. Oui. Qui est venu 2-3 fois tenir des propos sexistes, ou une fois, ça nous a fait extrêmement rire. On était en train de préparer le concert, de monter les trucs pour les enceintes. Donc on était en train de bosser littéralement, tu vois, les mains dans le cambouis, et il est venu, on avait la porte ouverte pour nous dire qu'on était des fainéants alors qu'il était bourré à 14h de l'après-midi, tu vois. Oui, mais c'est le même quand je parlais d'une réunion qui a interrompu par un gars bourré, il y a des problèmes d'alcoolisme à Fougères, faut pas se mentir. Alors nous, on sert pas d'alcool au local, hormis pour les concerts. D'accord, ouais. Et du coup, ça règle pas mal de problèmes, parce que du coup, c'est vrai que la première fois que ce gars-là est venu au local, il voulait quelque chose à boire, on lui a dit, on a que du café. Donc il a pris un café, et après, du coup, il a tendance à moins revenir du simple fait qu'on serve pas d'alcool. Hein. Ouais, d'accord. Pourquoi je vous pose ces questions-là? Parce que c'est souvent considéré comme un peu les limites de l'autogestion. À un moment donné, comment on fait pour gérer les cas problématiques? Alors, s'il faut à chaque fois passer par une AG, quand il y a une urgence, comment on fait, etc., etc. Les cas les plus problématiques qu'on ait eu, je pense à un en fait, qui en fait n'a pas d'effet sur la manière dont ça marche, mais peut avoir des effets à long terme si c'est quelque chose qui se reproduit ou massivement. C'est quelqu'un qui s'est retrouvé à la rue, qui est venu au local, qui s'est impliqué dans la vie du local tant qu'il avait besoin des services, mais qui proposait aussi, du coup, qui s'impliquait vraiment dans la vie du local tant qu'il avait besoin de ses services. Ouais. Et le jour où il a retrouvé un appartement, on l'a plus jamais vu. Et alors, pourquoi c'est un problème? Pourquoi c'est problématique? Parce que c'est du coup l'idée que, en fait, dès que quelqu'un s'implique dans la vie du local, ça décharge le travail pour tout le monde. Et du coup, ça fait du bien. Et donc, les gens qui se désimpliquent, si ça arrivait massivement, plein de gens qui d'un coup viennent plus, ça fait que les gens qui restent retrouvent avec masse de travail en plus supplémentaire. Hein. D'accord, okay. C'est le problème de l'autogestion. Comme tu répartis la responsabilité, le jour où il y a des gens qui partent, quand c'est de temps en temps, ça va. Mais si massivement, des gens arrêtent de venir, ça augmente la charge de responsabilité de toutes les personnes qui restent. Et c'est un vrai problème qui se pose dans tous ces lieux-là, c'est la fatigue que ça entraîne chez les gens. Et en fait, comme c'est fatigant, les gens arrêtent. Comme les gens arrêtent, c'est plus fatigant pour les gens qui restent. C'est une espèce de cercle vicieux, en fait. Oui, c'est un vrai risque. On peut entrer dans un cercle vicieux. Et inversement, dans un cercle vertueux, s'il y a de plus en plus de gens à participer. C'est ça. Exactement. Mais moi, je peux parler de ce cas-là, parce que j'étais dans la commission communication et programmation à ce moment-là. Donc, c'est une commission, on doit être 3 personnes, parce qu'on doit gérer à la fois la communication et la programmation. Ouais. Donc, gérer tout ce dont t'a parlé avant. Donc, à ce moment-là, c'est quand il y a eu cette personne qui est venue, qui s'est investie. Et qui est partie. Elle est partie. Du coup, on s'est retrouvé 2 personnes à gérer un truc. On doit être au moins 3, tu vois, à gérer. Et là, on n'était que 2, sachant que moi, je travaille beaucoup et que l'autre personne travaille beaucoup. D'accord. Ouais. Et en fait, on s'est retrouvé avec une surcharge de travail à côté. D'accord. Bon, ouais. Des camarades nous ont aidés, tu vois, mais globalement, ça nous a extrêmement. Moi, ça m'a beaucoup fatigué. Je sais que ça a fatigué pas mal d'autres personnes. Ouais. Très bien, ouais. Et j'avoue que ça a été un cas assez problématique, du coup. Et ça, pour être clair, si ça avait été un simple utilisateur du local, qui était venu tant qu'il avait besoin et qui était reparti après, ça aurait été moins gênant que le fait qu'il se soit impliqué et qu'il ait pris des responsabilités. D'accord, ouais. Et que le jour où il n'avait plus besoin des services, il a pas simplement arrêté de jouir des services, il a arrêté aussi de prendre les responsabilités qu'il avait prises. D'accord, ouais, ok. C'est compliqué, parce que là, ça peut être entendu, ce que tu es en train de dire, comme une invitation à juste venir, tu vois, quand j'en ai besoin, et sans m'impliquer davantage que ça, quoi. Mais c'est problématique. Les gens, ils n'ont pas l'habitude qu'on les implique. Moi, j'ai l'impression que c'était la meilleure manière de faire. Ce type a besoin de vous, il s'implique à fond aussi longtemps qu'il en a besoin, parce qu'il vous donne, puisque vous lui donnez, il vous donne, et lorsqu'il n'en a plus besoin, il s'en va, et il laisse... j'ai la sensation que c'est... Ce qu'il a fait, c'est normal, tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est... d'un point de vue, on va dire, socialiste, c'est un peu de la captation et de l'accumulation, en fait, de... je sais pas, non, c'est plutôt une relation symbiotique. Si longtemps que j'ai besoin de toi, je t'enrichis. Et sitôt que je n'ai plus besoin de toi... Ah ouais, mais sitôt que j'ai plus besoin de toi, je bloque les fonctionnements d'une commission parce que moi, j'ai plus besoin de vos services. Tu t'intègres pas dans une commission... Le problème, c'est que vous quitter, c'est vous nuire, en fait. Mais pas forcément. Ça dépend du degré de responsabilité que tu as pris dans le truc. Si trésorier, c'est 2 personnes. Ouais. Imaginons qu'au lieu de prendre le mandat communication-programmation... Et ce qui fait que vous êtes retrouvé à 2 au lieu de 3, il ait pris un truc comme trésorier
et qu'il y a un trésorier qui soit retrouvé tout seul plutôt qu'à 2, ça aurait pu être vraiment problématique. Sur un poste capital comme la trésorerie. Le fait est que les postes, même les plus importants et à plus haute responsabilité, sont ouverts à tout le monde. Bah oui, par un simple fait qu'il faut être autoritaire. Et je sais que moi, je suis malgré tout capable de faire les efforts, mais il m'arrive de pas tenir certains mandats. Pour l'instant, les mandats que j'ai pas tenus, c'était pas très grave. Mais je sais que si un jour je suis faillible sur un truc important, ben je peux nuire à tout le monde. C'est ça, c'est que il y a des moments où, à partir du moment où tu partages la responsabilité aussi, bah, tu jouis plus de ce confort de pouvoir être juste un poste où t'as pas de responsabilité, qui sont les postes que moi j'aime bien souvent. D'accord. Mais supprimer le pouvoir, ça veut dire aussi le répartir, en fait, et répartir le pouvoir, c'est aussi répartir la responsabilité. Nous, très souvent dans le monde de l'édition, je change de sujet, sauf si tu voulais... Non, c'est bon, vas-y. Nous, souvent dans le monde de l'édition, on se pose la question du prix libre. C'est quelque chose qui, évidemment, dans l'édition de jeux de rôle dans lequel il y a énormément de militants, c'est des questions qu'on se pose, notamment pour l'accès à certains types de jeux. Est-ce qu'il faut les vendre ou pas, sachant que parfois, les gens n'ont pas forcément les moyens, en fait, tout simplement de les acheter. Donc ça, c'est des questions qui se posent. Il y a certains auteurs donc, qui ont fait le choix justement de vendre leurs jeux à prix libre. Là, vous faites l'expérience du prix libre à hauteur, à échelle d'une association, d'un local, avec les mois d'expérience que vous venez de vivre. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ce système ? Ça fonctionne bien ou pas ? C'est efficace. Est-ce qu'il y a une limite de prix ? Tu as dit à partir de 1 euro pour la cotise. Pour la cotise. Et pas de limite pour le reste. Et pas de limite. Hein. Je peux donner 1 000 euros par mois si je suis riche. Okay. Oui, 1 euro, c'est parce que tu vois, une cotise de 20 centimes par mois, c'est relou à compter en trésorerie. Ça, j'ai bien compris. Et le reste est prix libre. Prix libre, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent et qui payent tout leur café 1 ou 2 centimes. Le seul truc qu'on s'est dit, c'est quand on aura la laverie qui sera automatique, ce sera prix libre à partir du prix coûtant. Ouais, parce que sinon. Parce que le problème, alors pour l'instant, le prix libre ne nous permet pas de gagner de l'argent alors, en fait, voilà, pour financer d'autres trucs, mais ça nous permet de faire le point zéro, comme on dit, donc on perd pas d'argent à cause du prix libre. D'accord. Ouais, pour le prix libre, je suis pas totalement d'accord. Enfin, on arrive, ça dépend des mois et des périodes. Oui. Par exemple, l'été dernier, du coup, avec le prix libre, on a réussi à financer en fait les travaux qu'on a commencé en septembre. Donc à dégager concrètement des bénéfices qui ont été réinvestis dans le local. Oui, mais là je parlais sur le long terme en fait. Oui, sur le long terme, oui. Par contre, on n'a pas, parce qu'il y a des périodes de creux, comme il y a des périodes de gros creux, genre la rentrée septembre, ça a été terrible. Les gens sont occupés à faire autre chose que de passer au local et payer, mettre une pièce dans le café. Enfin voilà. Puis, bien sûr. Pareil, pour prendre des cas concrets sans dire de nom, une personne qui paye 2 centimes tous ses cafés, le soir où il y a un concert avec de la bière avec un prix minimum, il va payer sa bière 2 euros, etc. Et du coup, à ce moment-là, quand tu fixes un prix minimum, tu règles le problème tout de suite. Ouais, d'accord. Donc là, votre solution, c'est prix libre, oui, mais ça dépend des cas. Au moins à prix coûtant. Non, pas pour le café, pas pour les activités. En fait, on essaye au moins de mettre un prix minimum, mais il y a des choses où si on veut pas perdre de l'argent en faisant du prix libre, on est obligé de mettre un minimum. C'est intéressant, tu vois. Et le critère, c'est juste pas que ça nous coûte quelque chose, en fait, plus que ce que nous coûte déjà le local. Mais moi, j'ai fait l'expérience, en tout cas dans le milieu de l'édition de jeux de rôle, que en fait, quand tu proposes un prix libre à partir du prix coûtant, parce que c'est ce que je faisais au départ pour la première édition de Sens, première édition publique, puisqu'il y a une première édition qui a été privée, et ben en fait, ça te coûte de l'argent en tant que... Parce que quand tu proposes le service, il y a tout un tas de mécanismes, presque j'ai envie d'appeler anthropiques. Tu vois, tu fais chauffer la bouilloire, il y a de l'électricité. Tu as l'impression que ça te coûte. Ah, donc tu fais pas du vrai prix coûtant à ce moment-là. Prix coûtant, c'est techniquement, tu prends aussi. C'est compliqué en fait. Parce que la prix coûtant pour la laverie automatique. Tu prends compte aussi l'électricité. Oui, c'est ça, c'est électricité, eau et lessive fournie. Ouais, voilà, d'accord. Faut bien calculer, tu vois. Ouais, bah oui, ça va nous demander des calculs. Tu vas me dire c'est une erreur de calcul finalement. J'ai mal calculé mon prix. Oui, c'est ça, t'as fait une erreur de calcul sur le prix coûtant. Très bien. Ouais. T'as pas, effectivement, si tu perds de l'argent, c'est que t'as pas mis ton prix coûtant au prix que ça te coûtait. D'accord, ok. Sinon, tu peux aussi. J'ai la sensation qu'aujourd'hui, le système économique fait que si aujourd'hui j'ai 1 000 euros, que demain j'ai encore 1 000 euros, qu'après-demain j'ai encore 1 000 euros, en fait, je suis en train de perdre de l'argent. Parce que par les mécanismes d'inflation et
la façon dont l'argent est produit tout simplement à l'échelle de notre société, j'ai la sensation en fait que rester à salaire constant, et ça je m'en rends bien compte. J'ai une femme qui est donc fonctionnaire, dont le salaire a été gelé depuis un certain temps. Et je peux te dire concrètement, on perd énormément de pouvoir d'achat tous les ans. Hein. Ça fait très mal. Le local fait vivre personne. Personne ne se dégage de salaire du local. L'idée, c'est que déjà le local se finance lui-même. Ça, pour l'instant, c'est le cas. Et qu'il puisse financer ses activités à terme. D'accord. Non, parce que justement, c'est très important, ça. Il y a toute une question qui s'est posée pour l'atelier informatique. Est-ce qu'on peut laisser quelqu'un qui fait un atelier faire payer son activité, même à prix libre? Pour l'instant, on est parti sur non. Mais je trouve que la question se pose toujours. Et puis, il va y avoir la question aussi de la valeur du travail qui va se poser. Qu'est-ce que ça a coûté, par exemple, à l'État de former un agronome comme Pierre-Alexandre? Ça a coûté à l'État un certain nombre d'argent de former un agronome. Et lui, il vient ici, et à prix coûtant, je peux bénéficier de son enseignement. Et ça a coûté combien? À qui ça a coûté? Enfin, tu vois, c'est des questions comme ça. C'est pas pour que tu mes études parles de choses incomparables. Ouais, c'est pas comparable, tu vois, parce qu'ils ont mis de l'argent finalement. Enfin, l'État a mis beaucoup d'argent du coup dans ma formation, parce que je suis encore en formation du coup actuellement. Donc l'État met beaucoup d'argent en moi, mais à côté de ça, je fournis quand même beaucoup de travail pour l'État. Pour lui, ouais, bien sûr. Etc. Et mon savoir que j'ai accumulé, je l'accumule à côté, je lis d'autres choses. Enfin, je fais beaucoup de choses. Donc ça, c'est ton temps libre en fait. Ouais, et là, c'est du coup mon temps libre. Ouais. Mais le problème que tu poses, en fait, c'est parce que on expérimente un lieu non marchand dans un monde d'économie marchande. Exactement, c'est ça. Mais ça, c'est que c'est une des principales critiques que l'on fait aussi à ces systèmes autogestionnaires qui popent dans un environnement. Tu vois, c'est pas un laboratoire hors du monde que vous non. On en a conscience. Et voilà, vous en avez conscience. Donc bien sûr. Et c'est pour ça que certaines activités où il y a un prix minimum, parce que on est dans un monde marchand et on peut pas. C'est déjà. On travaille gratuitement, on va dire, même si on pense qu'on devrait travailler gratuitement. Que le salaire ne devrait. En fait, on est contre le salariat aussi, dire que si ta survie matérielle elle est liée à la nécessité de faire des choses, c'est problématique. Donc on pense qu'il faudrait faire les choses sur la base du volontariat aussi, de dire tiens, c'est parce que j'ai envie de partager mes connaissances que je vais le faire et pas parce que ça va me permettre d'en vivre. Mais malgré tout, on vit dans un monde où si tu fais rien pour essayer de vivre, tu t'en tiens avec le minimum ou avec moins que le minimum. Donc là, on en revient à l'interrogation de ce mot révolutionnaire. Est-ce que ce que vous faites ici, c'est si révolutionnaire que ça? Parce que dans le fond, en fait, pour moi, le terme révolutionnaire sous-entend que, à plus ou moins long terme, on va affecter, tu vois, on va se confronter vraiment, presque, parfois même allant jusqu'à la violence, avec le monde extérieur et qu'on va le faire changer. Tu vois, est-ce que non? Oui, mais moi j'ai un certain pessimisme sur le révolutionnaire défaitiste. Je pense que c'est des combats qui sont perdus d'avance, mais que ça vaut le coup de les mener. Ouais. Et surtout, moi je me dis, imaginons, hypothétique, chute du capitalisme, qui théoriquement devrait advenir inéluctablement si t'es marxiste. Mais en fait, le jour où la structure marchande se casse la gueule, le fait qu'on ait des lieux comme celui-ci, avec des gens qui sont habitués à ce modèle de fonctionnement, ça fera qu'il y aura déjà des bases pour construire quelque chose et construire de la collaboration le jour où le modèle compétitif sera plus en place. Et il s'agit aussi juste d'habituer les gens à des manières de fonctionner en plus de les tester. Le jour où tu devras parler d'autogestion à quelqu'un qui a même ne serait-ce que mis les pieds au local une fois pour une activité et qui se dit tiens, j'ai déjà entendu parler une fois d'autogestion. Mais tu sais que juste parce que là évidemment je te pose des questions pour te faire réagir aussi, qui sont très loin de mes propres idées, mais c'est aussi pour ça, pour des raisons comme tu l'indiques, que moi j'aimerais bien que le jeu de rôle soit considéré comme une formation à part entière, parce que j'estime que le jeu de rôle et il y en a qui parlent de jeu de rôle formatif au sens où ça apporte une vraie formation de délibération collective et compagnie, et donc ça, tu vois, je reviens sur un truc du jeu de rôle avec Antoine, sur un truc que je disais tout à l'heure et qui est revenu sur une discussion qu'on a eue ce matin avant que tu arrives avec Céline, où quand je te disais qu'il y avait certaines associations qui s'étaient tout de suite présentées comme un peu en concurrence avec nous,
Ce matin, Céline Grenier en disant ouais, vous avez vu le Coquelicot, qui est donc le café-concert de Fougères, ils se mettent à faire des activités à prix libre. Mais après, j'ai dit ouais, mais c'est cool en fait. Si eux aussi se mettent à le faire, c'est que nos idées elles essaiment, que. Ouais, en fait, c'est presque inscrit dans le projet. Que en fait, c'est là qu'il est révolutionnaire. C'est qu'en fait, en voyant des gens qui fonctionnent de cette manière-là, des gens qui sont heureux de faire ce qu'ils font de façon collaborative, ça donne des idées à d'autres personnes dans la rue, tout d'abord dans la ville ensuite, et pourquoi pas en France, de former ce type de groupe, etc. Et c'est là que c'est révolutionnaire au sens où ça peut faire changer les choses sans pour autant se confronter. Et dans un premier temps, pour être révolutionnaire, il faut d'abord avoir un système pérenne qui soit inscrit dans le temps. Moi, je dis souvent que ce qui fait le succès de, par exemple, des idées des gens qui participent à la cellule, c'est que la cellule, elle publie tous les jeudis. Et qu'en fait, c'est parce que c'est quelque chose qui revient tous les jeudis, etc., qu'en fait, progressivement, ces idées donnent à penser que, bah oui, il y a quelque chose qui est possible de ce côté-là. Donc là, c'est pareil, vous êtes à la recherche d'un système, et c'est en cela que c'est révolutionnaire. Parce que vous êtes là, et vous y êtes, et vous y restez. Puis, quand je pense tout à l'heure, on parlait des personnes qui sont utilisateurs du local. Il y en a un maintenant, il a une grande affiche dans ses toilettes, Front Social contre le Front National. Tous les gens qui font caca chez lui, ils voient ça maintenant. Parce que ça fait partie des affiches que vous diffusiez. Non, c'était pas des affiches qu'on diffusait, mais c'était. Et Céline diffusait. Non, c'était nous. On devait partir à un collage, donc il y a quelqu'un qui se demandait tiens, mais pourquoi, qu'est-ce que vous collez? Et je fais ah oui, moi je suis antiraciste. Du coup, je prends celle contre le Front National et puis voilà. Mais Pierre-Alexandre, tu veux Non, puis globalement même, c'est le fait qu'on ait on a des autocollants à disposition. Je les ai vus. Voilà, on a des autocollants mis à disposition pour que les gens puissent coller dans les rues. Puis lui, il fait partie des premiers à avoir pris des autocollants. Et on a mis chez lui, apparemment 2-3 à côté de chez lui. Oui, parce que quand je dis on fait pas de prosélytisme, c'est relatif malgré tout. C'est ce que parce qu'en fait, non, mais c'est tu vois, par exemple, là derrière, il y a un porte-magazine dedans avec alors le magazine d'Alternative Libertaire, le manifeste d'Alternative Libertaire, la griffe syndicale et CQFD. Donc, on demande à personne de le prendre, mais ils sont disponibles. Si quelqu'un veut prendre notre matériel militant, qu'il le prenne. D'accord, ouais. Mais tu vois, c'est curieux de dire, ouais, on n'a pas de logique électoraliste ici, personne ne vient faire de meeting, mais en fait, tu as des tracts d'alternatives libertaires, tu vois. Alors, il faut expliquer la différence. Oui, mais... Ah, mais c'est pas la même chose, d'accord. Il n'y a pas de visée électoraliste, on se présente à aucune élection. Ah, ça, c'est sûr, oui. Ça serait même, à mon avis, contre les idées du groupe que de le faire. Oui. Et mais d'ailleurs, c'est... Petit fun fact, il y a quelqu'un qui est venu au local qui a confondu le libertaire et libertin. Ah ouais, en même temps. Alors quelle est la différence entre les deux, Dorian? Explique-nous. Nous on n'est pas spécialement là pour faire des trucs avec nos zizi. D'accord. Et échanger des fluides vitaux. Et notre cave n'a pas vocation à le faire non plus. Oui. D'accord, ok. Alors, j'ai oublié le nom de ce parti. Si, le Parti Pirate. Qu'est-ce que vous pensez ici, du coup, des initiatives faites par le Parti Pirate à droite et à gauche de chercher à s'imposer dans des élections locales? Moi, je pense que maintenant, on pouvait y croire avant Syriza et Podemos. Syriza et Podemos, ils ont pris le pouvoir, chacun respectivement, soit nationalement, soit au moins dans des communes. Et le pouvoir, tu dirais, le pouvoir les a corrompus et ils sont devenus comme les autres? Non, mais le pouvoir s'exerce avec des règles. Et pour moi, si je suis révolutionnaire, c'est parce que je pense que les règles sont mal faites. J'ai jamais réussi à... En fait, c'est soit tu triches, soit tu suis les règles. Il n'y a pas de je vais jouer avec les règles en essayant de les modifier. Ça ne marche jamais dans un jeu d'essayer d'exploiter les règles contre le jeu. Et pas contre... Et ici, t'as l'impression de tricher dans ce local? Non, mais on a un petit espace de règles. On va dire qu'on est dans un interstice des règles. Mm-hmm. C'est comme si tu me donnais le dé au jeu de loi et que je disais non, je lance pas le dé. Tu vois, il y a la définition. Il y a la définition de Cola Duflo du jeu qui est que c'est l'expérimentation d'une nouvelle liberté dans un cadre légal, dans le part et dans la légalité. Je me souviens plus de l'expression exacte. Et j'ai la sensation que c'est ce que vous faites ici, en fait. Qu'ici, en fait, vous êtes en train de faire un jeu de société, finalement, à travers l'autogestion et tout ça. Tout en respectant les règles du vrai monde au-delà de cette vitrine qui est derrière moi, là,
En fait, ici, vous faites un jeu de rôle. Il y a quelque chose de fictionnel quelque part. Enfin, il y a quelque chose de à part. Vous faites monde à part, comme un jeu de société. Oui. Donc, est-ce que vous êtes dans l'interstice ou est-ce que vous n'êtes pas les deux pieds dans le monde réel ? Moi, je crois pas que tu sois dans l'interstice, Dorian. Je crois que tu es un monde dans le monde, c'est-à-dire une mise en abîme en réalité. Ah, mais c'est moi, un monde dans le monde, c'est ce que j'appelle un interstice. D'accord, ok, en fait. très bien. Ouais, ok. Mais je suis pas sûr que ce soit même pensé et vécu aussi abstraitement par les gens qui le font. Hein. Parce que là, tu ramènes ça à un truc très abstrait, du monde dans le monde. On sent Romaric Briand qui est en train de réfléchir à ces trucs. Bien sûr. Ouais. On se refait pas. Pierre-Alexandre, tu voulais ajouter quelque chose avant qu'on fasse cette digression sur le monde dans le monde ? Oui, c'était juste sur le parti pirate. Enfin, je sais pas, moi, vu du coup, en expérimentant ici, je ne comprends pas la logique électoraliste, en fait. Vu qu'on peut tenter de faire autrement, même si là, c'est en microcosme. Parce qu'on est quand même, on n'est pas à l'échelle de la ville de Fougères, par exemple. On doit être à quoi ? 1 pour 1000, 1 pour 10 000, 1 pour 1000, un peu moins. On est 1 pour 1000, mais c'est déjà un microcosme dans le microcosme fougerais qui est dans la France, etc. Mais je pense qu'on peut y arriver sans y aller de manière électoraliste, etc. Puis qu'on peut, du coup, semer des graines révolutionnaires dans la tête des gens où juste ils se disent on peut faire autrement, on peut y arriver tous avec nos moyens, etc. Sans passer par le... Ouais, tu penses que l'élection n'apporte pas grand-chose ? L'élection, c'est un jeu de pouvoir. Si tu mets les doigts dans le jeu de pouvoir, tu peux pas lutter contre le pouvoir. Ma maman, elle disait toujours quand elle voyait Besancenot, ah ben pourquoi s'il aime pas le pouvoir, il fait le truc de la course du pouvoir que c'est les élections ? En fait, dans le fond, elle avait raison. Hein. Si tu veux pas le pouvoir, pourquoi tu cours après ? Pour des raisons très simples, à mon avis, c'est que pour la majorité des gens, n'est politique que ce qui se présente à l'élection. Ah oui, mais il y a beaucoup de gens qui croient que la politique, c'est se présenter à une élection. Et qui ne savent pas que la politique, c'est aussi discuter avec sa poissonnière tous les samedis de ce qu'elle pense du prix du... C'est là-dessus qu'on fait de la pédagogie aussi. Quand tu parlais d'éducation populaire, c'est un des premiers trucs qu'on fait. Quand on dit l'endroit, il est politique, les gens, ils entendent l'endroit, ils veulent vous faire voter pour quelqu'un. Donc on est obligé d'expliquer. C'est pour ça. Et moi, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles des partis pirates, enfin le parti pirate se monte et se montre dans ces élections-là. Pour dire, regardez, nous aussi, on fait de la politique, et regardez, nos idées, elles sont celles-là. Ouais, mais pour moi, c'est un peu... Ouais, c'est se servir de l'élection comme d'un moyen de communication. Puis, la dernière fois que j'ai entendu parler du parti pirate en France, c'est quand la branche parisienne avait déposé le nom Parti pirate à l'INPI pour que la branche lyonnaise du Parti pirate puisse pas s'appeler Parti pirate. Il y avait des choses que j'avais envie de réaborder avec vous dont on avait dont on avait parlé en préparation du podcast. Il y a un moment donné, donc Dorian, tu m'as dit militer dans une grande ville et militer à la campagne, c'est pas pareil. Notamment au moment où je te disais que j'avais l'impression finalement que tout ça était très facile par rapport aux expériences que j'avais enregistrées, vécues, dont j'avais entendu parler. Moi, les expériences dont j'avais entendu parler, c'était des expériences effectivement qui s'étaient passées souvent en campagne. Le principe, c'était d'occuper des terres pour les exploiter avec des processus de permaculture, etc., etc. Tu m'as dit, ouais, mais c'est pas pareil de militer en campagne et de militer en ville. On n'a pas les mêmes moyens, on n'a pas les mêmes contraintes. Il n'y a pas le même nombre de personnes. Mais là, l'exemple que je prenais, c'était t'es un groupe de 20 personnes sur Paris. Tu pèses pas le même poids vis-à-vis de la population que quand t'es 20-30 personnes dans une ville de 20 000 habitants. Ah oui, et tu disais aussi que vous étiez probablement un des groupes anarchistes les plus importants. Alors, en tout cas, dans la Fédération Alternative Libertaire, on est un des groupes les plus gros avec les groupes parisiens. Sauf que nous, on est à Fougères, et pas à Paris. Et donc, vous pesez... Fougères, c'est combien d'habitants ? 2000 ? 20 000. 20 000, pardon. Oui, 20 000, c'est ce que je veux dire. J'ai oublié un zéro, c'est tout. Hein. Voilà, tu vois, comme quoi, ça n'arrive pas qu'à toi. 20 000 pour Fougères même, on va dire intramuros, même s'il n'y a pas de mur, et c'est 60 000 avec la communauté urbaine. Et donc vous êtes une soixantaine de cotisants. Donc, mais c'est 100-150 personnes qui passent par mois. Ça fait une belle part, quoi. Ouais. Donc du coup, pour les gens qui veulent se lancer dans un processus d'autogestion ou dans la création d'un local comme ça en campagne, bah là, évidemment, tout ce qu'on est en train de dire là n'a pas du tout d'importance ou c'est pas du tout le même système qu'il faudra mettre en place. Du coup. Je suis pas sûr que dans un village de 500 habitants, tu puisses trouver 30 personnes militantes et intéressées par le projet. Parce que nous, malgré tout, il y a
quand même une surreprésentation des trentenaires dans les gens qui sont activement impliqués dans le local. Ah oui. Oui. Et du coup, je pense que dans une ville où t'as que des petits vieux, par exemple, parce qu'avec un cas qui a des coins de France où il y a des populations sont vieillissantes, c'est pas forcément les mêmes facilités qui se posent là aussi. Je pensais pas que c'était les trentenaires vos principaux adhérents, tu vois. C'est l'impression que j'ai, je sais pas si tu confirmes. Si, c'est à peu près ça, entre 25 et 35 ans, je dirais. D'accord. J'ai pas une moyenne précise à donner, mais entre 25 et 35 ans. Les gens dans les âgés, c'est plutôt ça. D'accord, ok. Comment est-ce que vous expliquez qu'il y ait moins de personnes âgées, qu'il y ait peut-être moins de jeunes aussi par jeunes, j'entends entre 18 et 25 ans 18-25 ans, alors ça c'est un problème qu'on a aussi avec Alternative Libertaire, donc avec le groupe politique. Toucher les lycéens, on ne sait pas faire, je pense, tout simplement. D'accord. Ouais. Je pense que ce serait possible. Moi j'aurais eu un local comme ça à disposition au lycée, où juste je peux venir me poser quand je séchais les cours, parce que je séchais les cours quand j'étais au lycée, je serais venu là. C'est étonnant parce que en tant que youtubeur, la population sur laquelle toi tu avais de l'influence, c'était justement les lycéens, non ? Les gens sur lesquels j'avais de l'influence, c'est les gens qui étaient lycéens en 2012. C'est des gens qui ont 25 ans maintenant. D'accord, ok. Enfin 2012. Oui, c'est ça, des gens qui étaient 23 ans. Ouais. Donc c'est déjà c'est pas les lycéens, quoi. C'est déjà des jeunes adultes aujourd'hui. Et même si j'ai communiqué dessus, j'ai pas appuyé sur le fait qu'il y avait le local. Je pense qu'il y a plus des gens. Ce qui s'est passé, plus des gens qui venaient intéressés par le local, surpris de m'y voir, que des gens qui venaient pour m'y voir. D'accord, ouais, ça marche. Tu m'as dit aussi, on n'est pas des totos. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un toto ? Qu'est-ce que c'est Les totos, c'est les autonomes. Par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un autonome les groupes comme ceux qui ont écrit le Comité Invisible, ils sont où ? C'est pas dans le Larzac, c'est à Tarnac. Tarnac, voilà. Groupe de Tarnac, c'est les gens qui veulent vivre en se coupant, comme tu parlais, on est dans le cadre de l'égalité, etc. Un toto, c'est quelqu'un qui veut se couper complètement et à qui être autosuffisant ne suffit pas, il faut qu'il être autonome. D'accord. Ouais. Nous, on n'a pas les moyens d'être autonome. Donc l'autosuffisance nous suffit. Et là aussi, encore une fois, il y a aussi cette dimension de Céline est là. Céline est là. Après une demi-heure d'absence quand elle est partie à midi. Elle était dans les embouteillages de la Fougère. Ça. Donc, et oui, et là encore une fois, une grande différence entre ce type de militantisme en campagne et en ville. C'est-à-dire qu'en campagne, il y a peut-être plus les moyens d'être autonomiste qu'en ville. Je pense qu'effectivement, le groupe de Tarnac, qui s'en tenait avec son épicerie autogérée, avec des gens qui étaient surtout utilisateurs qui venaient, c'était pas très invitant en fait, juste des gars qui fondent eux-mêmes leurs propres produits dans le Tarnac. C'est pour ça que quand je te dis, c'est des gens. Là, l'idée, c'est pas d'être coupé de la vie de la ville. On est quand même dans la vie de la ville. Je pose une dernière question à PA, Pierre-Alexandre, et ensuite je passe la parole à Céline pour qu'on puisse l'entendre. On est à joie de l'entendre. Alors, là, tu m'as dit en préparation du podcast que toi, tu disais qu'une chose très importante pour toi dans ce local, c'est d'avoir un type de fonctionnement organique. De la part d'un agronome, j'imagine que ça a un sens tout particulier. Qu'est-ce que tu voulais dire par là ? C'est que le lieu est pas figé dans le temps. On fonctionne comme un organisme, j'allais dire un micro-organisme, c'est-à-dire qu'on s'adapte tout le temps, on est proactif et réactif. On essaie de voir ce que font les autres organismes, du coup, vivants, associatifs, etc. Autour de vous ? Autour de nous, et de réagir en fonction, d'être proactif. Donc d'être toujours, malléable par rapport à ce qui se passe autour de nous pour pouvoir toujours réagir. Et je pense que c'est quelque chose d'important quand tu crées un lieu autogéré. C'est d'arriver à toujours être, j'allais pas dire à s'immiscer dans les coins du coup, mais dans l'esprit, être très organisé, donc être réactif, prendre les bonnes idées, diffuser les bonnes idées. Dorian parlait de l'interstice tout à l'heure. Ouais. L'interstice, les espaces, comme on dit en politique, ça se crée. Enfin, il y a des espaces qui se créent, et donc c'est à vous de savoir vous engouffrer à l'intérieur, etc. Exactement, et d'être réactif par rapport. C'était par rapport à des initiatives de la mairie, par exemple, savoir les comprendre, etc. Puis réagir tout de suite par rapport, s'il va y avoir des rebus ou des choses, faut prendre même du négatif qui vient de l'extérieur et c'est de retirer du positif automatiquement, d'être toujours proactif. D'accord, ouais, ok.
Toujours. C'est pas du tout la vision que j'avais. Quand nous, à la cellule, on parle de communication organique, souvent on veut dire que la communication ne se fait pas par des grands organes de communication comme Facebook, Twitter, etc., mais qu'elle se fait de la main à la main par la discussion entre amis et compagnie. Là, ça n'a vraiment pas ouais, là, c'est plus sur le fonction, j'allais dire, métabolique du coup de la sauce. Ouais. Ou même du groupe en général, c'est d'être organique, c'est-à-dire prendre limite... on va pas parler de transfert horizontal de gènes de bactérie à bactérie, mais c'est un peu ça. C'est s'adapter à son environnement. S'adapter, aussi, et puis si un autre groupe a eu une bonne idée, voilà, prendre la bonne idée, et puis... Ok, d'accord, ça marche. Céline, tu es donc une des membres fondatrices de ce local. Oui. Donc c'est toi, la fameuse Céline de Céline et Titou, c'est ça? Je ne me trompe pas? Voilà, ok. Alors toi, donc, tu avais vécu ce genre d'expérience à Rennes déjà, apparemment? Alors un projet, qui était un projet de local autogéré à Rennes, qui a eu lieu là, il y a maintenant, nous c'était il y a 3 ans, et on est parti avant que le projet aboutisse. Ah d'accord, voilà. Donc vous aviez commencé à faire les statuts, les papiers, les machins, la charte. Alors, on n'en était pas là. On était un groupe de personnes constituées qui réfléchissions à ce qu'on voulait y mettre dans ce local-là, avec quel type de fonctionnement, enfin voilà. Et les statuts de l'association, ce genre de choses auraient été déposés quand on aurait trouvé un local. C'était le projet un peu. D'accord. Et c'était déjà le même type de projet, c'est-à-dire qu'il n'était pas question d'impliquer la municipalité ou de demander des aides de l'État pour faire le projet. Complètement. Là, pour le coup, le projet sur lequel on avait bossé un peu à Rennes, c'était un projet qui avait été lancé par plusieurs individus et dont l'objectif était vraiment de fédérer les différents libertaires en fait de Rennes, qu'importe l'organisation politique ou la non-organisation, et les gens qui peuvent se reconnaître en tout cas dans l'autogestion, la démocratie directe. Donc l'objectif du projet, c'était vraiment avoir un lieu qui puisse fédérer un peu ces personnes, mais pas que, et ouvert sur l'extérieur avec des activités diverses et variées, quoi. Et vous alliez réussir? T'as la sensation que vous alliez réussir? Je ne pense pas, puisque c'est un peu tombé à l'eau en raison de questions de loyer, en fait. De trouver un local adapté à Rennes avec des loyers adaptés. Donc le foncier est très cher à Rennes. Voilà, c'est ça. Ouais. D'accord. Et donc du coup, c'est ce qui vous a conduit à déménager à Fougères pour tenter l'expérience à Fougères ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. On a déménagé pour des raisons personnelles. Personnelles, ouais, très bien. Et donc du coup, vous vous êtes dit, on avait si bien commencé à Rennes, on va poursuivre à Fougères. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu le carton quand même. C'est ça. C'est au tout début, on a commencé à en parler assez vite en arrivant sur Fougères, mais on se disait, pas avant une échéance de 5-6 ans, on est arrivé sur Fougères, on connaissait plus personne, on était 2, on s'est dit, ça va mettre du temps à se monter. Ouais. On a rencontré assez vite d'autres gens qui étaient motivés par ce projet. Et on s'était dit, donc 4-5 ans au tout départ, et malgré tout, 6-7 mois plus tard, on a rencontré d'autres gens, on a commencé à lancer un peu, à en discuter, et donc nous on est arrivé à Fougères en janvier 2016. Ouais. On a commencé à en discuter avec un groupe de gens motivés en septembre 2016, et on a trouvé le local en février 2017, quoi. D'accord, ok. Et à partir de là, vous avez commencé à monter la charte, etc., et tout s'est fait... Sans difficulté? T'as trouvé... Alors justement, on parlait un peu des difficultés en amont, puis on n'en trouvait pas beaucoup. Ils n'étaient pas très beaux, non, tout se passe bien. Je trouve que ça a été facile. Ouais, voilà. Dorian dit en dehors des micros, comme à son habitude, que c'était facile. Toi, est-ce que de ton point de vue, il y a eu quelques difficultés Alors, effectivement, on n'a pas eu des difficultés monstrueuses. Non. La charte et le règlement intérieur, on a commencé à y réfléchir dès septembre, en fait. Donc on a eu un temps de réflexion qui était quand même conséquent avant. Et donc, comme on était un petit nombre, quand même, entre 10 et 12 au tout départ du projet, c'était assez facile, en fait, parce qu'on avait tous envie de la même chose dans ce projet. Ce qui a été plus compliqué, c'est de savoir comment on peut se protéger un peu. Comment on peut protéger ce projet-là et éviter qu'il soit récupéré, soit qu'il se transforme et que nous, on ne se retrouve pas dans un projet où on a mis énormément d'énergie. Parce que c'est toujours le problème. Que tu ne te sens plus chez toi dans un projet où tu as investi énormément d'énergie. C'était un peu ça l'idée. Que ça devienne un bastion du NPA.
Par exemple, on ne pensait pas au NPA, mais par exemple. Je ne sais pas, je dis au hasard. Complètement. Par exemple, effectivement, nous, l'idée, c'était de pouvoir conserver un fonctionnement démocratique et autogestionnaire. Et pour autant, on n'avait pas non plus l'envie que ce projet serve de point d'appui à des choses dans lesquelles on ne se reconnaissait plus du tout, quoi. Donc il a fallu qu'on réfléchisse la charte de manière aussi à ce que on puisse s'y retrouver. Et donc on a fini par se dire, parce qu'au départ on n'était pas très très à l'aise avec ça, en se disant ouais, mais d'un autre côté c'est un lieu autogéré, démocratique. Puis au final ce qu'on se disait aussi c'est un lieu autogéré, mais autogéré de manière aussi. Enfin, la plupart des gens qui ont monté ce projet, c'est des gens qui se reconnaissent dans les principes libertaires. Et donc c'est important qu'on garde au moins cette trame là, quoi. Depuis le début, on parle justement de principes libertaires et compagnie. On n'a pas vraiment défini exactement ce que c'était, mais si tu as parlé un petit peu d'anti-autoritarisme ou anti-autorité, même d'une manière générale. Est-ce qu'il y a des choses à ajouter à ce sujet ? Est-ce que vous auriez une petite définition ? Non, c'est pas discutable. Une petite définition. Ouais, c'est compliqué, ouais. Compliqué. Effectivement, parler d'anti-autoritarisme, moi je me retrouve plutôt là-dedans. Ouais. L'idée, effectivement, étant que les libertaires, effectivement, on s'appuie énormément sur ce qu'on disait, donc les principes de démocratie directe, d'organisation entre les personnes elles-mêmes. C'est un peu simplifié ma définition. Mais non, mais tant mieux, c'est ce qu'il faut. On est là pour être pédagogue. Et c'est pas grave s'il y a des simplifications. Puis je veux ton point de vue. Ce sera toujours le point de vue de Céline. Ce sera les libertaires tels que Céline les imagine. Attends. Dorian, si tu parles en dehors des micros, on ne t'entend pas. Alors, du coup, juste pour finir, effectivement, donc il y a la question forte de la démocratie directe dans la question libertaire, de l'autogestion, et un point clé et fort, en fait, selon moi, des courants libertaires, c'est que pour que cette démocratie puisse s'appliquer, mais comme n'importe quel type de démocratie, le plus important, c'est aussi, l'un des points clés et des points d'appui, c'est la lutte contre l'ensemble des discriminations. Parce que pas de démocratie, c'est discrimination. Ça, c'est très intéressant. Voilà. Et c'est aussi ça qu'on a mis dans le local et dans la charte. C'est que l'ensemble des discriminations ne sont pas tolérées, ou en tout cas sont travaillées dans le cadre du local. C'est-à-dire que si on a quelqu'un qui arrive avec des propos sexistes, c'est quelque chose qu'on va travailler. Et puis si ça arrive 2 fois, 3 fois, on va finir par lui dire, écoute, dans le lieu, ça peut être violent pour d'autres personnes, on veut que chacun s'y sente bien. Donc écoute, c'est soit tu fais un peu des efforts, soit c'est bien que tu puisses prendre un peu tes distances, parce que, alors l'idée c'est pas de mettre les gens à la porte en disant ça le sexiste dégage, pas du tout. L'idée c'est d'être pédagogique, mais c'est aussi que chacun puisse se sentir bien dans le local, quoi. Et là on voit tout de suite que vous êtes bien d'accord, parce que Dorian nous a dit quasiment mot pour mot la même chose en introduction du podcast. Donc ça veut dire vraiment... Ouais. Ça c'est cool, je trouve que c'est une bonne preuve que ça a bien fonctionné, vous êtes vraiment bien mis d'accord sur ces principes. Dorian, attention, parce que tu as le micro du coup de Pierre-Alexandre, je vais juste... D'accord, me baisser le gain. Voilà, c'est ça. Alors, c'est pas bien dans une logique capitaliste. Bref. Du coup, oui, sur la définition de libertaire, pour moi, alors, libertaire, il y a le mot liberté dedans, ça mêle en face sur les libertés individuelles. Mais pour moi, la pensée libertaire opère une révolution conceptuelle qui m'a touché, en tout cas, et c'est pour ça que maintenant je me sens libertaire alors que je n'étais pas avant. Ouais. C'est qu'on a tendance à dire la liberté individuelle, oui, mais ma liberté s'arrête là où commence celle de mon voisin. Oui. Et du coup, on a une vision de la liberté d'autrui comme d'un frein. D'accord. Alors que la pensée libertaire est que quand ma liberté individuelle s'ajoute à la liberté individuelle de quelqu'un d'autre, ça devient une liberté collective. La liberté collective est plus grande que la liberté individuelle. Et du coup, le fait de faire société augmente ma liberté plutôt que de la restreindre. Et du coup, il faut trouver des systèmes politiques où le fait de se mettre ensemble augmente notre liberté, ou pour parler en spinoziste, notre puissance d'agir, plutôt que la restreigne. Alors là, je vais faire mon naïf, parce que vraiment, je ne connais rien, mais est-ce que ce n'est pas fondamentalement la différence avec justement les libertariens, qui eux prônent la liberté individuelle à tout craint Stricto sensu. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Mais après, c'est ceux qui se revendiquent communistes libertaires ou libertaires individualistes, c'est ça qui est... Parce que les libertariens restent des libertaires malgré tout, vu qu'ils mettent l'emphase aussi sur les libertés individuelles. Voilà, c'est ça. Mais avec les libertés des autres qui sont des libertaires, si j'ose dire. Oui. C'est le côté libéral de la force. Mais il y a des avantages aux libertariens. Parce que les libertariens sont surreprésentés dans les penseurs de la Silicon Valley actuelle. Donc c'est-à-dire que les penseurs politiques qui sont accolés à Google, Apple, etc. sont des libertariens, mais ils ont certaines idées
qui sont intéressantes, parce qu'ils seraient complètement d'accord avec ce qu'on fait dans le local, dans la mesure où, par exemple, ils considèrent la politique comme un marché, avec une demande citoyenne et une offre politique. Et ils font le constat il n'y a pas assez d'offres politiques différentes. On a soit l'autoritarisme dictatorial, soit la liberté, soit la démocratie libérale. Et les libertariens te disent, c'est pas suffisant, il faut qu'on ait plus de concurrence entre les modèles politiques, qu'il y ait plus de modèles politiques différents qui existent pour qu'on voit qui est le meilleur, du simple fait de la concurrence. D'accord. Et ça, en soi, moi je dis, bah oui. Donc ils appliquent finalement la loi du marché dans le domaine des idées politiques et dans le domaine des systèmes politiques. Alors que, du coup, je pense qu'un libertarien dirait, ce n'est pas normal qu'on ne laisse pas des espaces anarchistes vivre quelque part dans le monde, parce qu'il faut pouvoir tester. Donc tu dirais que malgré tout, entre les libertaires que vous êtes et les libertariens, il y a encore plus de choses qui vous rassemblent qui ne vous divisent. Je ne dirais pas jusque ça. Céline a l'air de ne pas tout à fait d'accord. Parce que tu vois, par exemple, moi je ne mettrais pas ça sur le modèle de la concurrence. Parce que eux ils disent il faut que tous puissent exister pour que tout soit en concurrence et que les citoyens choisissent. Oui, d'accord. Okay. Moi, c'est un peu mon point. Moi, je me dis, ouais, mais la coopération, ça marche mieux que la concurrence. Céline, tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, et puis, libertaire, ça se rattache souvent aussi à l'idéologie communiste libertaire, donc qui a aussi comme point d'appui la répartition des richesses, qui lutte aussi contre la question de la propriété privée, notamment des moyens de production. Donc, tout un tas de choses qui aussi font clivage avec des idéologies qui sont plutôt des idéologies capitalistes, quoi. Donc, il y a effectivement dans la théorie quelques petits points similaires, mais il y a quand même un certain nombre de choses qui sont quand même diamétralement opposées dans ce que ça peut porter, et notamment aussi parce que au niveau libertaire on passe énormément de temps, enfin pas que au niveau des libertaires, mais généralement en tout cas on passe énormément de temps à se mettre d'accord sur les choses. Dans l'autogestion, voilà. Le principe de l'autogestion, il y a ça. C'est ça. Donc moi j'ai tendance à penser qu'il n'y a rien de plus exigeant que la démocratie directe. C'est-à-dire que se mettre d'accord sur une décision collective, respecter du coup cette décision collective. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus fort que quand on nous donne un mandat qui a été décidé collectivement. C'est-à-dire que moi, je me sens rarement plus responsable de quelque chose que quand on a discuté collectivement de quelque chose et qu'on me dit, bah tiens, Céline, toi, tu auras tel mandat. Ça demande pas une discipline, mais c'est quelque chose qui est assez, je trouve, qui est assez exigeant en termes d'engagement. Alors, c'est pas que ça demande énormément de temps, mais l'engagement collectif, mental, en tout cas, voilà, est important, quoi. Ok. Dorian voulait prendre la parole. On va lui passer un micro, si c'est possible. Malheureusement, on n'a pas assez de micro. C'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup attiré dans la façon de faire. Du coup, de Céline et Titou, parce que c'est chez eux que je l'ai découvert pour la première fois, c'est qu'il n'y a pas de discussion, stérile. Ce qui est méchant, c'est qu'il n'y a pas de discussion abstraite. Tous les groupements politiques que j'avais vus avant et qui faisaient que je m'étais engagé nulle part, c'est qu'il y avait des discussions qui duraient des heures et à la fin, c'était soit on est d'accord, soit on n'est pas d'accord. Là, la fin de la discussion, c'est soit on va faire quelque chose, soit on va pas faire quelque chose. D'accord. Ouais. C'est ça, la conclusion des discussions, c'est toujours une action. C'est toujours quelque chose qu'on va faire ou quelque chose. La discussion est toujours quelque part concrète, quoi. C'est ça. Ouais. Ça finit par un mode d'action. Parfois, c'est des trucs triviaux, hein, c'est pas forcément des trucs très importants, mais c'est rare qu'on discute juste pour le plaisir de discuter, pour qu'à la fin on soit d'accord, pas d'accord sur une position. Si on doit se mettre d'accord sur une position commune, souvent, ça va donner un tract ou des affiches ou du matériel pour une réunion publique, ou ça finit jamais dans le vent quand on discute. Je voudrais juste poser une question concrète à Céline, celle que je vous ai posée au départ. C'est qu'est-ce que tu as l'impression de produire avec ce local ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Qu'est-ce que vous produisez ? Qu'est-ce que vous créez ? Alors, j'aime pas trop ce mot, mais j'ai l'impression qu'on fait convergence, en fait. Enfin, moi, j'ai souvent l'impression qu'on a tendance... il y a une conférence de Franck Lepage qu'on parle plutôt bien, où on aurait tendance à distinguer le culturel du politique. Et, alors, il y avait une troisième chose, culturelle, politique et sociale. Et moi, j'ai l'impression, en fait, que c'est quelque chose de complet, en fait. Qu'on produit quelque chose de complet. Moi, je travaille dans le social, par exemple, et je m'y retrouve pas aussi bien que je m'y retrouve au local, parce que je trouve qu'on a quelque chose de complet. Enfin, moi, je m'y sens pleinement épanouie à plein de niveaux, parce que on propose des choses culturelles,
des choses sociales, des choses politiques, et les choses ne sont pas scindées les unes des autres. C'est-à-dire que les gens qui viennent là pour des choses culturelles viennent aussi bien là parce que c'est un lieu politique et viennent aussi bien là pour des choses sociales, et inversement. Et ça, moi, je trouve que c'est quelque chose qui est... Enfin, je dirais qu'on produit peut-être cette jonction-là, et je trouve que c'est... Enfin, moi, en tout cas, il y a plein de choses qui me plaisent dans le local, mais c'est sans doute ce qui me plaît le plus, quoi. C'est génial parce que tu sais ce qu'ils m'ont répondu les deux autres à côté de toi? Ils m'ont dit on fait du lien social. Et en fait, toi, tu t'élargis le truc, tu dis non. Enfin, oui, on fait du lien social, mais on fait aussi du lien tout court. On lie en fait tout plein de choses. C'est intéressant de voir aussi que, en fait, il n'y a pas que les gens qui se lient ici. Il y a aussi les activités. Il y a un agronome qui vient discuter à côté d'une assistante sociale. Il y a ces deux pensées-là qui s'affrontent, qui discutent, qui convergent, qui font Maelstrom. Donc ça, je trouve ça vachement intéressant. Et au fur et à mesure qu'on discute, il y a du monde qui arrive dans le local. C'est bien, ça vit, tu vois. C'est ça. Donc il y a des gens qui arrivent. Du coup, on va peut-être s'arrêter là. On va devoir arrêter là cette émission. Merci Céline d'être arrivée, même si c'était qu'à la fin. C'est dommage, j'aurais bien voulu te poser davantage de questions. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Merci Pierre-Alexandre. Merci Dorian. Ça, on l'a déjà suffisamment dit comme ça. À très bientôt tout le monde. Portez-vous bien et surtout jouez bien, même à ce type de jeu de société là. À très bientôt tout le monde. Salut. Au revoir.